Salut à tous et bienvenue dans Contrôle Z, le podcast web design. C'est le premier épisode, donc on va essayer de faire au mieux. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks, que ce soit à Thomas ou à moi, que ce soit sur LinkedIn. On vous mettra nos réseaux en description pour qu'on puisse s'améliorer. Donc Thomas, bienvenue. On lance ça Merci. ensemble. Ça fait longtemps qu'on discute sur LinkedIn, que ce soit de mes projets ou de ses projets. On se suit pas mal mutuellement et c'est vrai qu'on s'était grave bien entendu. C'est pour ça qu'on lance ça du coup aujourd'hui ensemble. Et premier invité, et pas des moindres, Mathéo, du coup expert LinkedIn. On s'est dit que pour amorcer du coup le podcast sur LinkedIn, c'était grave cohérent d'inviter Mathéo, qui est du coup expert de LinkedIn. Il fait aussi du coup du branding, mais il était aussi web designer fut un temps. Il va nous expliquer aussi qu'il fait toujours ça. Donc, Mathéo, je te laisse te présenter. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Content de lancer un petit peu votre série sur, sur ça, sur Contrôle Z. Du coup, moi, c'est Mathéo. Pour ceux qui me connaissent pas, ça va faire à peu près plus de 2 ans que je suis vraiment actif, au quotidien sur, LinkedIn. Moi, j'ai commencé, le web design il y a à peu près 5-6 ans, donc ça commence à faire, quelques années quand même. J'ai bossé en agence, j'ai lancé mon agence ensuite. Aujourd'hui, je suis retourné en freelance et justement, je couvre vraiment 2 choses différentes. La partie personal branding sur LinkedIn, donc évidemment avec tout ce côté positionnement, branding, contenu, mais j'ai toujours également, mon activité en tant que web designer pour de la landing page et pour du web design qui tourne. C'est à peu près du 50-50 en termes de ce que je fais, au quotidien. Donc voilà, moi sur LinkedIn, je partage vraiment principalement des conseils sur le personal branding parce que ça englobe vraiment tout, mais voilà, j'ai vraiment ce côté web design que je mets pas non plus, sur la touche, quoi. Mmh. Ah, c'est vrai que tu le présentes un peu moins le côté web design sur LinkedIn. Mais du coup, c'est hyper intéressant pour nous parce que là, le premier sujet, qu'on va aborder, c'est justement, comment se démarquer sur LinkedIn en tant que web designer. Et toi, tu as les 2 facettes. Tu es web designer d'un côté, mais tu as aussi du branding et on connaît l'importance du branding sur LinkedIn. Sans branding, on n'arrive pas à sortir du lot. Donc je pense que pour le premier sujet, c'est vraiment l'invité idéal, on va dire. C'est très, très cool de t'avoir et merci encore de ta présence. Et si jamais, Dorian, si Avec tu veux te plaisir. présenter aussi, on se présente tous les 2 vite fait, comme Ouais, de ça, ouf, de ouf, de ouf. après on embraye. Bah, du coup, moi, c'est Dorian. J'ai créé mon SaaS, du coup, il y a 4 mois, qui s'appelle Comment. On sort la bêta d'ailleurs très bientôt. En clair, en tant que web designer, heu, on a des retours clients, on a besoin du coup de récolter ces retours-là pour les intégrer et pour finaliser, la prestation. On a créé Comment du coup en partant de ce principe-là, du fait que les retours sont dispersés entre plusieurs canaux, que ce soit sur WhatsApp, si votre client vous fait des looms, si votre client vous fait aussi directement des retours sur Figma. On a décidé du coup de créer une plateforme pour centraliser tout ça, et pour avoir tous les retours au même endroit, de la manière la plus optimisée possible. On retrouve du coup ça dans un tableau, Kanban pour que, bah, du coup l'intégration se fasse au mieux. Je suis parti du coup de mes propres problématiques parce que j'ai fait 2 ans et demi de freelance du coup avant de lancer le SaaS en web design. Donc heu, donc c'est vrai que c'était un réel besoin et c'est parti d'une réelle expérience du coup. Donc heu, donc voilà, à ce niveau, côté pro en tout cas, c'est sur ça que je suis en ce moment. C'est cool. Et du coup, moi, je termine par moi, ça va être plus simple, pas de SaaS, je suis juste un web designer, j'ai ma petite agence de web design, je fais des sites internet, spécialisés du coup dans la création de sites internet, notamment sur Framer. Et écoutez, bah, je pense qu'on peut commencer avec le sujet. Ah Et de du ouf. coup, c'est comment vous la communication sur LinkedIn, en tant que web designer? Toi, je sais Dorian que tu utilises pas trop pour le web design. Mathéo, tu es un peu entre 2. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Là-dessus, sur ce sujet-là, moi, j'ai commencé du coup en tant que web designer à communiquer en tant que web designer sur LinkedIn. Ça a été à peu près, c'est que depuis en fait finalement, ce début d'année que je communique vraiment sur la partie personal branding. Parce que c'est un truc que moi j'ai travaillé de mon côté en fait sans le vendre directement à mes clients ou de manière un petit peu indirecte, parfois. Mais c'est vrai qu'en fait ça s'est dessiné tout seul à vraiment avoir, LinkedIn comme levier d'acquisition numéro un, en plus évidemment du bouche à oreille et du coup voilà, aujourd'hui je mets plus en avant
ce côté personal branding, mais j'avais ce défi au début de communiquer sur LinkedIn en tant que web designer. On sait que c'est compliqué. Allez, il y a quelques années, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça l'est encore plus parce que déjà, même pour tout le monde, c'est encore plus dur de communiquer, sur LinkedIn qu'avant, mais on en parlera, je pense, un peu plus dans le détail, ensuite. Mais, moi, la communication, elle se passe bien. Maintenant, c'est vrai que LinkedIn, ça reste un sujet, assez, plus complexe, je pense, qu'on ne le pense. Pour certaines personnes, c'est super fluide. Ils vont, naturellement avoir une bonne communication, mettre les bonnes choses en avant pour avoir, du coup, des résultats derrière. Pour d'autres, il va y avoir beaucoup de réflexion. Au travers tout ce qu'on peut voir aussi sur le réseau social, c'est ultra compliqué de faire le tri entre, ce qui est, bon à retenir et justement ce qui n'est pas bon. Donc, donc voilà, de mon côté, ça se passe bien. Maintenant, il y a des gros défis quand même à relever et c'est pas le cas de tout le monde, justement. Ouais, carrément. Ah, pour le coup, Mathéo, je m'identifie à fond dans ton discours. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé du coup et que j'étais toujours 100 sur le web design avant de lancer mon SaaS, j'avais essayé tant bien que mal de créer du contenu sur LinkedIn parce qu'en vrai, mon acquisition, elle se faisait à, je pense 60-70 par le bouche à oreille et par la reco client. Maintenant, du coup, il fallait quand même remplir les trous. À l'époque, j'étais au lycée, donc j'avais pas forcément de besoin, urgent et on va dire, un besoin total, de remplir mon calendrier. Par contre, c'est vrai que c'était cool de quand même, avoir un maximum de clients. Donc j'avais essayé de poster un petit peu, de montrer un peu mon expertise, des carousels, des posts. Heu, Vous pouvez me remonter sur mon profil, hein, c'était Mmh. peut-être 6-7 mois, allez, on va dire 1 an que j'ai commencé et franchement c'était pas dingue. En vrai, je pense que j'ai dû peut-être faire 3 rendez-vous pour des sites, Ouais. mais en vrai, j'ai signé personne. Donc en vrai, bah, les méthodes étaient pas peut-être pas les bonnes et du coup, on va en parler et c'est bien que j'ai aussi cet avis-là de mec qui a, entre guillemets, «pas réussi aussi bien qu'il voudrait» sur LinkedIn. Aujourd'hui, ça va. Depuis que j'ai lancé le building public, de manière bien plus authentique, sans me prendre la tête, sans vouloir forcément complexifier la chose. On va le voir aussi. Mathéo, je pense que c'est sûrement ce que tu prônes, tu vois, niveau authenticité et cetera. En vrai, sans me prendre la tête et en partageant juste, les leçons que je tirais, l'apprentissage aussi niveau du SaaS, parce que c'était un truc nouveau pour moi, bah, en fait, ça a bien plus marché et grâce à LinkedIn, du coup, on a pu signer, bah, 70 personnes en waitlist en genre 2 mois et demi et en 2 ou 3 posts par semaine. Donc je pense que c'est quand même pas dégueu, vis-à-vis Ouais, en tout bonne cas de stat. ce que je faisais avant, quoi. Ouais, non, c'est des Ouais, bonnes stats. du coup, c'est sur ton SaaS. Sur la partie web design, tu t'en fais encore aujourd'hui Non, pour le ou tu coup, mis en ça de web côté? design, Tu es à fond sur ton en SaaS, ouais? ouais, en fait, en web design, maintenant, j'ai des clients récurrents, pour le coup, des SaaS aussi. Donc, OK. maintenant, j'ai plus besoin de faire du tout d'acquisition au niveau du web design, parce que du coup, j'ai mes clients qui sont en fixe, qui bougent pas. Donc non, non, maintenant, full acquisition, pour le SaaS. Je mets plus du tout en avant l'expertise, web design, quoi. Et pour vous, c'est comment pour un web designer? C'est important LinkedIn? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux pour se démarquer? C'est quoi le classement, Moi, je le mets en numéro un, hein. Je Ouais, pense moi pour un aussi. web designer comme quelqu'un d'autre, hein, mais moi, c'est ce qui a changé. Moi, je peux le dire, hein, sans franchement, aujourd'hui, LinkedIn, c'est 80 de mon acquisition. J'ai d'autres canaux, hein, à développer évidemment et c'est des sujets qui sont sur la table. Mais LinkedIn, comparé à ce qu'on peut avoir aussi, hein, sur des plateformes d'appel d'offres, parce que c'est souvent un peu le Mmh. concurrent, de base ou le réflexe qu'on a de base de se mettre sur du Fiverr, du Codeur, du Malt et cetera. Donc évidemment, il y a de l'optimisation de profil aussi sur ces plateformes-là. Maintenant, on est beaucoup plus dans une guerre de prix, dans une guerre de celui qui va avoir le plus d'expérience, le plus d'avis et ça peut être difficile, de débloquer des opportunités quand on arrive sur le marché à ce niveau-là. Chose que justement on peut, ne pas avoir ou du moins peut-être sur un délai qui est plus réduit sur LinkedIn parce qu'on a cette liberté en fait, naturellement via l'algorithme de partager le contenu de notre choix et d'attirer aussi du coup des personnes qui s'identifient au contenu qu'on va partager. Pour moi, c'est indispensable, que ce soit, ouais, pour un web designer, un graphiste, n'importe qui fait de la prestation de service, c'est vraiment super, super important, ouais, Ouais, je suis vraiment. d'accord. Ça englobe vraiment tout le monde, hein. Pour le coup, c'est pas que les web designers, bah, en même temps, on voit, nous, on communique quasiment je sais pas combien de fois tu communiques par semaine sur LinkedIn? Tu communiques beaucoup quand même? Moi, je suis à 5 postes, ouais. Ah, tu as 5 En posts, fait, OK. Moi, je suis à 3 ou 4, donc je suis un peu plus gentil comparé à toi. OK, ouais, Mais du coup, c'est ouais, OK il y a aussi, tout hein. le monde.
Ouais, c'est ça, mais c'est bien. Mais le plus important, c'est la régularité. De toute manière, on va en parler et je suis totalement d'accord avec toi. Moi, quand j'ai lancé mon activité il y a un peu plus d'un an, j'avais testé Malte, Fiverr, tous ces trucs-là. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, c'est moins de dire. J'ai rien touché grâce à ça et ouais, depuis que j'ai commencé LinkedIn au début de l'année, là, ça a déclenché beaucoup de prospects et c'est comme toi, 80 voire 90 de mes acquisitions, c'est via LinkedIn et après j'ai le bouche à oreille qui fonctionne et ça, c'est cool parce que du coup, avec la durée, ça fonctionne de plus en plus, donc c'est très cool. Heu, Bah, ça fait un effet boule de neige, hein. De toute façon, si tu arrives à avoir même si tu as un seul canal qui te ramène des clients, derrière automatiquement ça te fait des use cases à mettre en avant donc voilà, à la fois ça te refait du contenu et de l'autre côté, bah, si tu as un nouveau client et que tu gères bien derrière, à la fois le côté delivery et à la fois le côté après derrière fidélisation, suivi client, sans même faire de recurring, hein. Moi j'ai mes mmh mh. clients, je vends pas de maintenance par exemple. Sauf que je vais relancer mes clients, peut-être, 2 mois après pour voir ce que ça donne niveau résultat. Puis après naturellement quand ça fonctionne bien, bon après moi je fais pas que du site, donc je les accompagne sur d'autres projets derrière qui sont liés au design aussi. Mais, mais après voilà, il y a cet effet boule de neige en fait qui rentre en considération et ça peut faire en sorte que, à condition que tu sois discipliné, ça tourne tout seul en du moins c'est ce qui va t'apporter de la stabilité, quoi. Mmh. Carrément, mais c'est toujours ça, c'est la discipline, et du coup, bah, je propose qu'on déjà, on va faire un petit sommaire de quoi on va parler. En vrai, on va parler de tout ce qui est nécessaire sur LinkedIn pour pouvoir se démarquer. On va passer par le positionnement, le profil, la créa de contenu, le branding, là où Matteo va pouvoir, bien nous aider et voilà, on va donner, en fait, toutes les pistes que nous on a appris au fil du temps et en vrai, c'est un peu ça parce que moi, j'ai galéré au début. Je sais pas pour toi, Matteo, je sais pas pour toi, Dorian. Bah, Dorian, toi, tu galéré du coup, Ouais, bah, ouais, de ouf. sans succès. Mais ouais, c'est du gros boulot, c'est du gros boulot et quand on arrive dans ce monde-là, dans cet écosystème, franchement s'adapter, c'est dur au début, hein. Moi, j'ai eu du Mmh. mal à c'est ouais, c'est beaucoup de boulot. Bah, en fait, c'est le gros défi, hein, de toute façon et puis, je sais pas, il y a une suite du sommaire peut-être ou, tu avais terminé le sommaire? Ah vas-y, go, go. J'attaque sur un sujet mais Vas-y, vas-y. là-dessus, ouais, c'est ce qui est vraiment le plus dur d'avoir une en fait, ça demande une posture différente du simple, designer qui tape son site, qui va le publier sur, Behance, sur Dribbble, Mmh mh. n'importe où, qui va en fait alimenter son portfolio et qui va compter sur ça pour justement, aller chercher des nouveaux clients qui vont cliquer, ils vont dire: «OK, bah, je veux que ce mec-là, il fasse mon site aussi parce que j'ai adoré ce qu'il faisait» et boum. Ça rejoint le côté un peu trop peut-être pragmatique qu'on peut avoir sur les plateformes d'appel d'offres où tu as ton profil, tu mets en avant un peu tes compétences, tu mets en avant ton portfolio, tes avis et puis voilà, ça c'est vraiment la preuve sociale qui fait que finalement enfin même sur LinkedIn, c'est quelque chose qui est indispensable. Mais la chose qu'on a en plus aujourd'hui qui fait la différence avec LinkedIn, ça va être la communication au travers des publications, même au travers du profil, où on va davantage mettre en avant, en fait, la vision qu'on a de notre business aujourd'hui ou de ce qu'on apporte à nos clients, ce qu'on a envie d'apporter aussi de nouveau sur le marché, de notre manière aussi de fonctionner, notre approche. En fait, c'est toutes ces choses-là qui font que tu vas potentiellement, réussir à signer des prospects, en fait, qui te comparent même avec d'autres concurrents qui ont potentiellement plus d'avis que toi, plus d'expérience que toi ou un meilleur portfolio, sans même parler prix qui vont avoir plus de feeling en fait. Moi, je dis souvent que c'est du lien en fait, c'est simplement du un lien émotionnel en fait, qui fait que la personne elle a plus confiance en toi ou du moins elle se voit plus collaborer avec toi et ça c'est je trouve un lien qu'on a du mal à avoir sur d'autres plateformes. Mmh mh. Bah, là, pour Bah, le coup, justement, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. vu qu'on va parler positionnement et profil, Mathéo, pour toi, est-ce que en tant que web designer aujourd'hui, heu, tu vraiment ce truc, une sorte d'obligation d'avoir un profil LinkedIn? Sans même parler de post, tu vois? Mais est-ce qu'au moins avoir un profil, en vrai la question est un peu rhétorique, tu vois? Mais est-ce qu'avoir un profil, tu vois? Et du coup, tu vas nous dire, quels sont un peu les avantages, même sans parler de post et de création de contenu, bah, les avantages d'avoir un profil, optimisé et qui nous met en valeur, quoi? C'est ça. Bah, de toute façon, le profil optimisé, il est obligatoire et j'ai presque envie de dire qu'il est obligatoire même, pour des personnes qui postent pas forcément sur LinkedIn. Parce que malgré tout, ça reste un réseau social. Il y a de grandes chances que quand on tape ton nom ou quand on tape le nom de ton agence, on tombe sur ton LinkedIn, peut-être en 2 ou troisième position de ton Google. Moi, j'ai discuté avec des prospects qui arrivaient à signer des clients sans même faire de contenu sur LinkedIn, simplement grâce au référencement, en fait. Donc,
Rien que pour ça, je dirais qu'optimiser son profil, même pour un web designer qui fait pas de contenu forcément sur LinkedIn, c'est indispensable, vu de la notoriété de la plateforme sur Google. Maintenant le gros point qui est important, je pense que c'est pas tellement le profil, c'est plus le positionnement qu'on vient travailler en fait en amont du profil. Moi, sur les optimisations de profil que j'ai du coup avec les clients que j'accompagne, sur la partie personal branding, hem en fait, cette partie positionnement, c'est ce qui pose problème à, je pense, plus de 90 des personnes que j'accompagne, que ce soit des web designers ou que ce soit même d'autres profils qui sont plus expérimentés, qui vont avoir beaucoup plus d'expérience. Aujourd'hui, le positionnement, il est important parce que justement, quand on parle, LinkedIn et que on cherche à mettre en avant un peu plus de liens émotionnels, mettre un peu plus en avant notre approche et cetera. En fait, on a besoin de travailler une case en plus sur le positionnement qui est notre singularité, en fait. Mmh. Et Aujourd'hui, notre c'est pas vision, notre facile. mission et c'est le truc qu'il y a de plus compliqué. Heu, Mmh mh. moi, j'ai fait cet exercice souvent, c'est de l'introspection, de se dire: «OK, pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous a mené à en arriver là aussi, quoi?» On s'est pas dit du jour au lendemain: «Je vais faire des sites, je regarde 15 vidéos YouTube, je fais 3 sites, pour démarrer et je me lance, en fait et je me mets sur LinkedIn et je poste et ça va fonctionner». Pour certains, oui, c'est on peut pas faire de généralité, mais et tant mieux pour eux, en vrai. Mais voilà, l'idée, c'est bien de d'avoir ce travail d'introspection pour ensuite justement se dire: «OK, mettre des mots sur aujourd'hui, moi, ce que je veux apporter à mes clients qu'ils auront pas forcément chez la concurrence, c'est ça et ma manière de travailler, ma manière de voir les choses, c'est ça, en fait» et ça, c'est quelque chose qui va driver ensuite toute la manière du coup de s'exprimer donc profil obligatoire, optimisation obligatoire, mais premier point du personal branding et de tout ce qu'il y a à travailler, c'est le positionnement et voilà, je parle de cette case en plus, mais il y a le ciblage aussi, on en parlera sûrement après, Ouais, ouais. parce qu'il y a c'est un gros débat, le ciblage, heu, surtout en web design. Clairement, je pense que c'est l'un des plus gros débats de: «Est-ce que je me niche? Est-ce que je me niche pas?» parce que On je peux va faire un site on pour va un en parler. ouais, on va en parler, À fond. mais ça, c'est un gros problème et pareil, après, beh, l'offre évidemment, de réussir à construire une offre qui est plus qu'une simple offre, en fait, lambda, essayer d'aller plus loin, d'anticiper les objections, pour venir ajouter des garanties, limiter les frictions. Enfin, il y a vraiment un gros boulot sur le positionnement et je pense que c'est ce que les gens, ouais, ont le plus de problèmes à faire pour les web designers, en tout cas parce que la partie visuelle, voilà, bon, on fait du site, on est en mesure quand même de faire une bannière ou de faire un profil. Ce qui pose problème, c'est plus le fond, en fait, finalement, que la forme sur le profil, en tout cas. Mmh. Moi, je trouve que la partie positionnement, c'est ce qui m'a causé, beaucoup de mal au début. C'est très, très dur de se positionner, de montrer aussi son positionnement sur LinkedIn parce qu'on a que, finalement, le petit titre, qui nous définit, en fait, qui définit ce qu'on fait. Pour ceux qui se nichent, on va en parler, qui définit, quelle personne ils visent. C'est très, très dur, c'est beaucoup de boulot, mais comme tu l'as dit, une fois que c'est fait, que tu as trouvé, ton positionnement, comment tu veux interagir, qu'est-ce que tu prônes, quelles sont tes valeurs et cetera. Par contre, ouais, c'est beaucoup plus simple ensuite de d'avancer. Mais cette première partie, elle est très dure, notamment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de web designers sur LinkedIn. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on fait tous, en étant honnête, on promet tous un peu les mêmes choses. Donc se différencier, ça, c'est un gros, gros, gros sujet. Se différencier, c'est dur. C'est très, très dur et de mettre en avant ces différences, c'est peut-être encore plus dur. Ça, après, sur ce côté-là, il y a vraiment pour moi 2 il y a vraiment 2 écoles au niveau des web designers que je peux voir sur LinkedIn. Tu as ceux qui vont se positionner en tant que web designer, mais qui vont pas encore avoir de bons cas clients à mettre en avant. Où là, si tu veux, ils ont un profil qui est super bon, il est enfin, qui est bien travaillé, mais vu que le fond, il est bancal ou qu'il y a pas assez de confiance, de preuves sociales à mettre en avant, en fait, l'impact, il est pas, bah, il est pas suffisant et de Mmh. l'autre côté, beh, il va y avoir des personnes qui ont pour le coup, déjà une agence depuis longtemps, qui ont des preuves sociales, qui ont tout ça, mais qui vont se reposer que sur ça, en fait, pour, gérer leur positionnement, de se dire: «Je vais simplement partager ce que j'ai déjà fait et dans l'idée, ça va me ramener du monde. Sauf qu'il y a tellement de concurrence qu'on est nombreux. Tu vois? Même, moi, je compare, par exemple, les sites que moi je peux faire avec les sites que, Thomas, tu peux faire ou même peut-être Dorian. En fait, potentiellement, en termes de qualité, au-delà du goût et des couleurs des clients, en termes de qualité, on va être sur des trucs qui vont être, potentiellement similaires. Donc comment faire, en fait, pour, faire la différence? C'est juste que moi, je vais avoir une approche particulière, une manière de travailler qui va être particulière avec mes clients. Thomas, tu vas avoir une approche qui va être différente.
veut pas dire que c'est totalement différent, ça veut dire qu'il y a peut-être un point ou 2 qui va, tu vois, faire la différence et Dorian pareil, en fait. Et aujourd'hui, c'est Mmh. ça, personne ne peut te remplacer toi et si tu arrives pas à toi te mettre en avant au travers ce que tu fais au-delà de ton travail, bah, à moins vraiment de faire des sites qui sont spectaculaires et il y en a, hein, qui font des sites de dingue et en soi, sans même trop aller creuser sur des formats un peu plus storytelling et tout, ils vont réussir à avoir des clients. Ça, c'est indéniable et il en C'est faut. clair. Mais ouais, c'est compliqué, hein. Le Mmh mh. positionnement pour les web designers, il y en a de plus en plus et voilà, il y a vraiment pour moi ceux qui débutent et ceux qui sont compétents et qui ont déjà un peu des années dans les pattes ou qui ont déjà un portfolio qui est Ouais, en c'est place. clair. Heu, Ouais, ouais. Mais on voit vraiment le gap entre, pour le coup, ceux qui parlent vraiment que d'eux et bah, du coup, on va dire leur personnalité, tu vois, transpire à travers les posts. Genre où ils vont faire des posts valeurs, des posts, expertise, mais où finalement tu limite, tu vois jamais leur post enfin leur créa, tu vois, à proprement parler, leur cas client, tu vois? Et à l'inverse, du coup, tu en as d'autres, qui vont faire genre soit des redesigns, soit, donc du coup des trucs fictifs, soit des cas, bah, du coup, nouvelles réalisations, vraiment post client, quoi. Et pour le coup, tu as vraiment ce gap entre un mec, tu vois que ses posts et limite, tu connais son taf par cœur et tu as l'autre profil où tu connais rien de son taf, mais tu connais la personne humainement par cœur, tu vois? Et c'est ça. du coup, c'est pour ça que je voyais vraiment ce truc dans ce que tu disais où si tu arrives à mixer les 2, tu as l'expertise, mais tu as aussi le côté authenticité où du coup tu parles de toi et c'est pour le coup ça qui va te rendre unique. Bah, ceux qui arrivent à mixer les 2 du coup, on je pense que vous avez des noms en tête aussi, bah, c'est ceux qui finalement réussissent le plus, quoi. Bah, c'est C'est ça. ouais, Bah, Thomas, c'est ce que tu as fait toi un petit peu en vrai. C'est ce ouais, qui t'a fait c'est décoller c'est aussi c'est sur c'est ce que LinkedIn, c'est ce que j'allais dire. les cas C'est fictifs, ce que j'allais dire, tu au avais fait début, c'est Decathlon, clair. je crois, Ouais, Decathlon, j'ai fait Duolingo, j'ai fait, Ouais, en fait, Duolingo. Duolingo, ouais. au début de l'année, bah, j'avais pas de projet client, en fait, à montrer. Du coup, forcément, tu as pas de projet client, sur quoi tu te bases? Est-ce que tu fais vraiment un travail, mais vraiment fictif en entier? Et moi, le plus simple, c'était du coup de faire des hero banners, fictives, où je faisais du rebranding, enfin une refonte quoi, tout simplement. Et ça m'a servi de dingue, parce que du coup, d'un autre côté, je faisais des posts un peu plus, bon storytelling, expertise et cetera. Et il y avait ces posts-là de refonte. Pour moi, c'était plus du divertissement. Les personnes qui étaient touchées, elles étaient pas forcément quali. Par contre, je sais très bien que Decathlon, refonte de Duolingo, heu, Snapchat aussi, ça m'a ramené des clients. Vraiment, même le contenu Bien sûr. divertissement où dès que tu montres en fait ton expertise, ça te ramène des clients, donc c'est assez dingue et c'est cool parce que du coup, même si tu as pas encore de clients, tu peux t'amuser à faire des trucs, pas forcément des refontes, mais tu peux faire des trucs, en fait, montrer tes qualités et ça va te rapporter des clients et tes premiers clients, tu pourras communiquer dessus et ainsi de suite. Après, c'est un cercle vertueux. Bah, en fait, ça fonctionne comme des vrais cas clients que tu pourrais avoir, hein. La seule chose que tu ne vas pas avoir, mais ça, c'est un avantage qu'on a nous au niveau du design, c'est qu'il y a quoi qu'il arrive, heu, sans même avoir les chiffres derrière sur la conversion, sur le nombre de clients qui ont été générés, enfin voilà, tout ce qu'on va avoir après avoir mis un site en ligne. En fait, d'un point de vue visuel, si on fait un avant-après, on va déjà voir la différence. Hem et du coup, à ce niveau-là, c'est ce que je dis tout le temps, moi, aux personnes qui me disent: «Mais je me lance, du coup, j'ai pas de clients encore, donc il faut que tu m'aides à trouver des clients pour qu'ensuite je puisse faire les posts que tu me demandes pour mettre en avant ma crédibilité». Mais c'est un cul-de-sac, enfin, tu pas de solution miracle. C'est en fait, tu as 2 solutions. Soit tu te prends des grandes marques, tu te dis: «Je vais faire un peu des études de cas parce que ça parle à tout le monde». OK. Mais du coup, c'est Bon, c'est une bonne strat aussi, hein. C'est une bonne strat aussi de créer des sites web, on va dire, un peu bénévolement. Mais finalement, il y en a beaucoup qui ça alors, il y a 2 écoles pour ça. Il y a des gens pour dire qu'il faut pas se prostituer, gentiment, on va dire, et d'autres pour qui ça va vraiment, c'est une façon, en fait, de commencer. Et moi, je pense que c'est une façon de commencer. J'ai eu la chance de pas le faire. Moi, j'ai juste fait des cas fictifs comme ce que tu as lu, comme ce que vous avez lu. Moi, je me suis arrêté là. Mais c'est un truc que j'aurais pu faire, honnêtement. Et je sais qu'une fois, par contre, que tu as un cas client à montrer, tu peux vraiment appuyer dessus. Et pour communiquer, c'est plus simple quand même. c'est obligatoire, hein. De toute Mmh mh. façon, c'est comme si tu vas dans une agence immobilière et qu'ils ont juste les caractéristiques des maisons ou des apparts qu'ils ont à vendre, mais qu'ils ont pas les photos. En fait, tu peux promettre un truc et tout, mais si tu vois pas ce qu'il y a derrière, jamais tu vas avoir envie de prendre rendez-vous pour potentiellement, en savoir plus. Enfin, c'est ça en tant que c'est comme si tu vas dans une agence, tu dis que tu as une agence physique où tu fais du design, le mec qui rentre, tu un client potentiel qui rentre
il te demande: «Qu'est-ce que vous avez réalisé?» tu as rien à lui montrer, bah, il va jamais signer chez toi. Tu peux être le plus gentil du monde, c'est impossible. Ouais, du coup, pour mixer les 2, je pense que tu as vraiment ce truc de, bah, faire un redesign, du coup, pour une vraie boîte et quelqu'un qui est dans ta cible, tu vois? Typiquement, moi qui targetais les SaaS, je pouvais très bien, tu vois, aller voir un SaaS, heu et en gros, leur proposer un redesign, que je leur envoie à eux directement ou pas, je le poste sur LinkedIn. Donc en fait, c'est fictif, oui et non, dans le sens où ça va être fictif, en termes de cas client. Par contre, pour ton audience, du coup, ça l'est pas et que ce soit, bah, le mec pour qui tu as fait le redesign qui signe ou des gens que tu attires comme Thomas, tu le disais avec Duolingo ou des trucs comme ça peut être cohérent du coup de te nicher et au moins tu as des cas à montrer dans le cas où tu te niches et du coup au moins on va pouvoir transitionner sur la question: «Est-ce qu'il faut se nicher ou pas? Et si oui, à quel point?» Ouais. Juste avant ça, je vais partager un tips parce que tu m'as fait penser à ça, que moi j'ai utilisé au début sur Ah LinkedIn bah, de quand ouf, j'avais trop bien. justement pas trop de clients. Moi, quand j'ai commencé, j'ai mis à peu près 6 mois avant d'avoir, des 15-20 likes sur mes posts, peut-être un peu plus et je faisais du contenu qui était ultra technique. Du coup, j'attirais beaucoup de concurrents, enfin, on en reparlera peut-être après. Mais j'avais une technique pour réussir à signer justement des clients sans avoir un portfolio qui soit énorme. C'était tout simplement de proposer une maquette offerte avant que le client y signe. C'est-à-dire qu'un prospect qui était intéressé par mes services, je lui disais: «Écoute, je te fais» c'était mon lead magnet en fait, c'était mon actif de valeur, c'était pas, «Prends rendez-vous», c'est, en mode, «Commande ta, maquette offerte». Je refaisais la page d'accueil au complet pour dire: «En OK. fait, je vends plus un service, mais je te vends presque un produit qui est déjà fait en fonction de ton, en fait, business, de ta page actuelle. Voilà, je te fais ta page complète, je montrais ça au client et j'ai réussi à avoir, je pense, une 15 ou une ouais, à peu près 15 clients grâce à cette technique-là, où en fait, je leur disais: «Vous payez pas, je vous fais votre maquette». Par contre, je faisais de la qualification avant, que le mec, Mmh. il ait vraiment un budget, qu'il soit prêt à dépenser et cetera et s'il me disait: «Oui», bah, en fait, je lui faisais une maquette simplement pour lui dire: «Écoute, même si je suis un peu nouveau et que tu me connais pas forcément ou que j'ai pas un portfolio de dingue, voici la qualité que je peux t'apporter». Et le mec Mmh. derrière, quand tu le reprends en R2, enfin en rendez-vous, et que tu lui montres ça, le gars, il a cet effet un peu de: «Ouais, il a bien travaillé alors que j'ai même pas encore payé. Bon, bah, maintenant que j'ai le produit, hop, je te fais le virement et puis tu tu vois? Ça, c'était une bonne technique. Après, il faut accepter, faut voilà, c'est pareil, faut pas en abuser. Mais au début, ça peut être un bon tips. Enfin, moi, je sais que même si c'était beaucoup de boulot, ça peut être une bonne, solution. Ça peut Ouais, vraiment être je C'est te c suivais à cette ouais. époque-là et je trouvais ça ouais. grave smart. Les gens, ils me prenaient pour un fou quand je faisais ça. Ah mais c'est «Tu hyper fais intéressant, mais vraiment en vrai, des je pense trucs que là-dessus?» la majorité des gens, ils ont pas le courage de faire ça parce que derrière, ça demande du temps, tu vois? Ça fait peur à tout le monde de faire une maquette gratuitement et tu te dis: «Putain, tu sais, tu perds ton temps». Mais quand tu es au début, que tu as pas de clients ou que tu cherches tes premiers clients pour avoir des preuves, il y a pas de temps qui est perdu, genre, c'est juste du travail, À fond. qui va revenir derrière. Et en vrai, tu prends en expérience et au pire des cas, si le mec te donne pas suite, bah, ça te fait un cas client quand même à montrer malgré tout, en Ouais, contenu, quoi. puis tu Et la vois, maquette si est derrière ouais, c'est ça. tu as la maquette, puis même si derrière tu te dis: «Vas-y sur LinkedIn, il faut mettre un peu d'authenticité». Parce que ça, c'est au-delà de ça, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en web design et qui se prennent pour des mecs qui ont 15 ans d'expérience et Ouais, cetera. En mode, ils veulent faire croire aux clients qu'ils ont déjà fait beaucoup de sites. Alors qu'en vrai, moi, je pense qu'il vaut mieux jouer la carte de: «Je suis un peu le petit nouveau, je vais pas t'aligner sur les prix non plus à te faire, une LP à 2 500 ou 3 000 € parce que, voilà, c'est je viens de commencer» et donner justement cette valeur un peu gratuite au début pour essayer d'avoir un retour, mais pas jouer la carte de la personne qui est vraiment déjà un peu en leader d'opinion sur ce sujet-là, en mode référence et et puis je voulais dire autre chose que j'ai oublié donc donc tant pis, mais mais ouais, tu ça, raison, c'est important. faut pas avoir honte du statut de nouveau. Ça, c'est un truc, qui est vrai, faut pas avoir honte de ce statut-là parce qu'il fait pas de mal et ça demande plus de travail au début. C'est ça, ouais, ça t'est revenu? Ouais, je Ah, disais, on dit on parlait tout à l'heure du format building public, tu vois? Que Dorian t'a mis en place, qui au final t'a permis d'avoir une fluidité de fou sur ta com parce que, en Ouais, fait, tu communiques sur ce que tu fais dans ta semaine. Donc en fait, tu partages et la communication, elle est naturelle et tu pas de faute, en fait, à faire. En fait, demain, tu fais une maquette gratuite pour quelqu'un, le mec, il signe pas. Derrière, tu vas lui demander pourquoi il a pas signé. Tu peux faire un post de: «J'ai fait une maquette offerte pour tel client» et expliquer ce qui s'est passé, tu vois? Ça peut tellement. être aussi, tu vois, un concept en fait à mettre en avant sur ouais, LinkedIn.
Ah ouais, ouais, complètement et il y en a d'ailleurs qui faisaient ça, pas sur des maquettes complètes, mais des héros, en fait et je sais Les qu'ils héros, ouais. allaient, contacter des gens. Ils leur disaient: «Ouais, je peux faire un cas client sur toi, complètement gratuitement», mais je sais que derrière ça signait, Ouais, de temps en temps. il y Donc en a ça beaucoup. peut être aussi, en fait, tu as cette double facette de ça va te créer du contenu aussi, même si tu signes pas et le contenu, ça peut te rapporter d'autres personnes. Enfin bref, le cercle vertueux vraiment et c'est vraiment top et derrière, est-ce que ouais, on avait parlé de se nicher rapidement, je pense qu'on peut revenir Ouais, dessus du parce que c'est ciblage, ouais, très bien sûr, intéressant. ouais. Vous en pensez quoi vous? Avant que je donne mon Mathéo, avis si tu de Vous voulez que je vas-y, commence? Ouais, vas-y moi lance-toi, lance. je moi vais j'ai commencer au retourné moins, le ah ah merde, vas-y, vas-y, excuse-moi. vas-y. Vous Bon, moi je m'appelez pas? commence au moins, il y a l'avis expert, à la fin, quoi. Vas-y, Vas-y. Dorian, commence, Non, mais commence. pour moi, au début, ouais, j'ai eu tendance à pas me nicher. Après, tu vois, tu as un peu les «fausses niches» entre guillemets, parce que quand, tu as un mec qui te dit, je fais, TPE, PME, plus start-up, plus, bah, tu vois, à un moment donné, OK, tu prends tout, en fait, tu vois? C'est quoi que tu prends pas? C'est tu prends pas le CAC 40, enfin, tu vois? C'est en mode quand, ouais, quand les gens précisent comme ça, mais que c'est un peu trop large, pour moi, c'est un peu incohérent dans le sens où Mmh finalement, mh, mmh. tu targetes, en fait, tu te dis target alors que finalement, tu es ultra large. Mais après pour le coup, être spécialiste dans un domaine, je pense que c'est ultra cohérent, heu, dans le sens où demain, tu targetes les SaaS ou, les entreprises dans le BTP, j'en sais rien. Bah, en fait, tu vas connaître le secteur en général et en fait, tu vas avoir une expérience et une expertise qui va permettre d'avoir un avis vraiment critique sur, bah, leurs besoins et leurs problématiques. Dans le sens où, bah, tu vas comprendre eux de ce dont ils ont besoin dans leur secteur particulièrement et tu vas pouvoir avoir un truc qui va peut-être au-dessus du web design où, bah, niveau copywriting, niveau pain point, niveau structure, tu vas peut-être avoir un avis bien plus posé et bien plus structuré que, quelqu'un qui est pas niché du tout. Heu, un coiffeur et une start-up vont pas du tout avoir les mêmes besoins en termes de site, heu, pas du tout la même audience, enfin, donc du coup je trouve ça cohérent de se nicher dans ce sens-là pour avoir une expérience sur le secteur et sur ton marché qui te place du coup et qui te différencie vis-à-vis des autres web designers aussi, quoi. Du coup plus, team niché? Ouais, pour moi, ouais. OK. Bah, je vais enchaîner et Pour Mathéo pour tu commencer Ouais, trancheras. déjà. vas-y, vas-y. Parce que j'allais te lancer sur la question. Ouais, ouais, je vais enchaîner comme ça tu trancheras. Alors moi je trouve que nicher c'est une stratégie, qui est vraiment bonne, c'est très, très bien. Maintenant moi je peux pas et je veux pas le faire. En fait, le truc que j'aime beaucoup avec le web design, c'est qu'on peut se balader de projet en projet. Mathéo, tu dois le vivre avec le branding aussi, même avec le web design, je suis en fou. Mais on peut se balader de projet en projet. Moi, demain, je fais un coach sportif, ensuite j'enchaîne avec quelqu'un qui veut un truc dans un truc immobilier. C'est pas les mêmes domaines. Maintenant, j'ai les compétences, je prends le temps d'analyser le business, c'est un truc qu'il faut faire, c'est très, très important. Il y a beaucoup de web designers qui se lancent et attention, heu dans de la construction de sites sans analyser le business, sans voir le réel besoin, la demande et cetera. Faut vraiment faire gaffe. Mais par contre Aïe, aïe, derrière, aïe. le côté créa, tu peux vraiment t'amuser. Moi, si je faisais que des sites tech demain en dark mode, franchement, ça m'amuserait pas de ouf parce qu'au moment tu fais le tour. Alors que là, tu fais des trucs, sur la santé, tu fais des trucs, sur l'immobilier, tu fais des trucs sur les coachs. Moi, je suis un partisan de, voilà, pas trop se nicher, mais se nicher, c'est très, très bon parce que toi, Dorian, par exemple, tu as des preuves concrètes avec des SaaS. Derrière, tu vas voir des SaaS, tu leur dis: «Ouais, j'ai fait, tel SaaS, tel SaaS, tel SaaS». Bah, c'est béton, quoi. C'est un vrai CV en mode, «Putain, le mec, il est fort dans nos domaines». Donc je comprends les 2 stratégies. Moi, perso, je préfère, divaguer un peu, m'amuser sur tous les domaines et c'est comme ça que je kiffe. OK. En vrai, je comprends de ouf. Mathéo qui a perdu sa il va pas Ouais, pouvoir trancher, merde. c'est fou, c'est dingue. En plus, j'allais dire, vous m'avez donné les 2 points de vue différents, en fait, donc c'est nickel. Il y a 2 teams. Voilà, Voilà, moi là-dessus, j'ai retourné le sujet dans tous les sens pour vraiment comprendre à ce niveau-là. Hem, pour moi, il y a 2 choses. Soit donc tu as vraiment cette cible précise, moi j'appelle ça cible précise, où c'est pas justement, je cible les TPE, je cible les PME, c'est trop vague. Vraiment une cible précise, genre, je vais faire des sites internet, comme Dorian, tu l'as dit, par exemple, pour des entreprises du secteur du BTP, tu vois? Ou de la finance. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est de se dire: «OK, je suis pas en mesure, en fait, d'avoir une cible précise», parce que tu peux aussi avoir un effet de FOMO, de te dire donc de la peur de passer à côté d'une opportunité, de te dire: «Si je me niche, en fait, je vais
potentiellement ne pas pouvoir signer du monde alors que je suis en mesure de leur faire quand même un résultat qui va être bon. Ouais. Donc du coup, à ce niveau-là, pour moi, c'est soit tu as une cible précise et tu te concentres sur cette cible-là parce que tu sais que c'est la cible, en qui tu peux apporter le plus de valeur. Donc comme on l'a dit, si tu travailles qu'avec des thérapeutes et que tu as un portfolio avec, 10 sites de thérapeutes, tu peux être sûr que le mec, si c'est un thérapeute en face, tu vas peut-être avoir plus de poids dans la balance que quelqu'un justement, qui fait des sites pour tout le monde. Ça, c'est la 1re chose. Par contre, le piège qu'il y a avec la cible précise, et ça, c'est un truc que je vois même sur d'autres podcasts, sur d'autres sujets quand ça traite de web design, c'est de se dire: «Tu es obligé de te nicher» parce que si tu fais tout en fait, hem bah, en fait, tu vas mettre trop de temps à convaincre, en fait, ta cible ou tu vas t'adresser à trop de personnes. En fait, il y en a beaucoup qui prennent le fait de se nicher comme un raccourci pour gagner en autorité sur ce domaine-là, en fait. Ils se disent: «OK, mais je vais mettre trop de temps à m'adresser à tout le monde, à signer tout le monde, donc pour gagner en autorité», un peu comme sur LinkedIn quand on dit qu'on veut être top of mind sur un sujet, donc être la première personne en qui ton prospect va, penser lorsqu'il fait face à une problématique en gros que tu peux résoudre. En fait, c'est exactement la même chose, sur cette cible-là. C'est un faux raccourci de se dire: «Je vais me nicher parce que j'aurai moins de concurrence sur tel domaine» et c'est pour ça que dernièrement, j'en vois énormément qui se lancent. Je prenais l'exemple des thérapeutes, mais c'est vraiment, je pense, les mecs, ils ont dû se faire incendier au téléphone parce qu'il y a tout le monde qui s'est mis sur les thérapeutes. J'ai jamais compris pourquoi. Et en fait, C'est vrai? ils se sont dit ouais, vraiment les thérapeutes, c'est je me dis, ils se sont dit: «Je vais vendre des sites aux thérapeutes» et je sais pas, ils pensaient que c'était la niche, parfaite en fait, je sais j'en sais rien et en fait, voilà, donc pour moi, heu, cible, précise, oui, si tu sais que c'est une cible vers qui tu peux apporter le plus de résultats. Si maintenant, comme Thomas, du coup, tu peux apporter des résultats à, plusieurs, cibles qui vont être dans des secteurs d'activité différents. À ce moment-là, moi, je mise plus sur une cible large, mais que tu vas rassembler, en fait, autour d'un problème commun entre toutes ces cibles. Le manque de conversion, le manque de valeur perçue, voilà, un point qui est vraiment précis. C'est soit tu te concentres sur une cible précise, soit tu rassembles différentes cibles autour d'un problème qu'elles ont toutes, en fait. Et du coup, à ce niveau-là, ça te permet quand même, tu vois, ça te permet quand même d'avoir une cible large sans pour autant, voilà, sans pour C'est autant ramer et gagner en autorité. c'est hyper pertinent parce que du coup, tu te spécialises, mais plus dans une problématique, en fait. Demain, tu as pas assez de visibilité, OK, bah, moi, je suis un spécialiste, SEO pour, voilà, tout ce qui est prestation de service, moi, je sais faire, je sais comment je vais me mettre en avant Mmh mh. et en vrai, ouais, c'est une bonne façon de voir les choses et c'est un peu moins dénigrant parce que c'est vrai que tu as raison sur les podcasts, sur les vidéos en général, heu, ouais, tout le monde, tend vers la niche en dénigrant un peu l'autre en mode: «Ouais, vous êtes bon à tout faire», quoi, en gros. Mais pour autant, je trouve que, ouais, après il y a ce côté créa aussi, moi, que j'aime bien, ce truc créatif de toujours aller rechercher dans d'autres domaines donc il y a cette recherche aussi. Après voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser aux résultats. Si tu peux pas apporter le même résultat à, tu vois, peut-être les SaaS, ils vont peut-être avoir il y a une approche particulière sur les SaaS que tu vas pas avoir sur des prestataires de services, sur des serruriers, sur tout ça. Eux, ils vont peut-être plus aller chercher des sites, peut-être un peu moins bossés niveau design, mais avec un peu Mmh. plus de SEO derrière en perspective. Enfin, il y a vraiment des choses différentes. À Dès que fond. tu peux apporter le même niveau de résultat à toutes tes cibles, en fait, tu pas forcément de raison de te nicher, sauf si vraiment tu dis: «Vas-y, je fais un all-in, stratégique et j'y vais, quoi». Mais, et ça rejoint la proposition de valeur, du coup. De te dire, en fait, sur LinkedIn, on disait tout à l'heure que dans le profil, tu as souvent la première phrase sous ton nom où c'est intéressant de mettre ta proposition de valeur et pas juste écrire, web designer depuis, 10 ans ou, web designer freelance. Vraiment mettre une proposition de valeur parce que c'est ça qui va te permettre aussi, de montrer justement cette approche que tu peux avoir soit avec une cible précise, soit avec une cible large. Mais honnêtement, c'est pas mais même des trucs comme ça, tu vois, c'est pas mal, ça peut apporter des clients, mais après, il faut avoir le portfolio qui suit, quoi. Donc Faut faire tester, gaffe. c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut tester, mais c'est ça rejoint le positionnement qu'on abordait en fait au départ sur en fait la proposition de valeur, c'est un peu la conclusion de ton positionnement. Ouais, carrément, carrément et s'il vous C'est plaît, faut les en ce moment, c'est trop la mode, tu sais, les sites, optimisés pour convertir, les trucs comme ça ouais, et ouais. là, je crois que le marché il est en train de saturer à ce niveau-là. Tout le Bah, en monde fait veut les qu'on fait tout le monde fait de la conversion et cetera, mais j'ai eu cette approche-là avec LinkedIn, c'est ce qui fait même aujourd'hui ma différence, c'est que quelqu'un que j'accompagne sur LinkedIn, je vais l'accompagner à la fois sur le côté visuel, mais aussi sur le côté du coup,
contenu slash surtout conversion pour faire en sorte qu'il génère des clients. Je m'en fiche qu'il ait un bon profil et il y en a plein qui se lancent dans l'optimisation de profil LinkedIn où ils sont juste bons en design, en fait. Oui, Sauf voilà, c'est que ça, c'est c'est exactement ça. bidon. C'est clairement bidon, si derrière tu viens pas retravailler le positionnement avec la personne et que tu viens pas travailler le copywriting et cetera. Moi, je fais vraiment tout, mais il y en a beaucoup qui se lancent là-dessus et ça rejoint exactement ce que tu disais avant. C'est un peu une facilité scénaristique en se disant: «Ouais, je suis bon en design, du coup ça va convertir dans tous les cas, donc je suis bon en conversion». Tu vois, le Non, lien en parce vrai, que il est pas si évident. ouais, mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les gens, on dit souvent qu'il faut rajouter une dimension de résultat derrière. Mmh. De dire toujours: «Je vais t'aider à avoir plus de chiffre d'affaires, je vais t'aider à gagner plus de temps». Souvent, c'est un peu les 2 trucs que tu vas apporter. Donc quelqu'un qui fait simplement un site, sans forcément même derrière, venir travailler, tout ce qui va être, voilà, l'analyse des visites sur le site ou même du SEO et cetera, il va avoir envie de mettre en avant une dimension de résultat en plus, au-delà du design. Alors qu'en fait, aujourd'hui, le visuel, c'est tout simplement et c'est le cas, hein, que ce soit en web design ou n'importe où, hein, une affiche dans la rue, une devanture de magasin, quoi que ce soit, c'est juste un générateur d'émotions, en fait. Ouais, clairement. Tu vois? Tu vas avoir plus de valeur perçue, tu vas avoir une meilleure Ouais, valeur perception au perçue, c'est ce que travers les j'allais dire, ouais. typos, les couleurs, l'univers global et en fait, il faut accepter que ça, ce soit un résultat, en fait. Mmh Les mh. gens, ils veulent directement aller chercher le truc de: «Je t'aide à convertir», alors qu'ils mettent rien en place, en fait, pour convertir, quoi. Donc ouais, c'est un peu un Pour le coup, fléau. ouais, il y a un manque d'éducation en vrai sur la question du design et de l'importance, je pense, du design, Après pour le coup, mon avis, il se contraste en ce moment parce que c'est vrai que j'ai pas mal vu d'ads. Je sais pas si vous connaissez le concept d'ugly ads? Non? Ah Genre si, en si, gros, Du si, coup, c'est, si, oui, oui. ouais, bah, en ouais, en gros, Ouais. c'est un peu dans le nom. En gros, pour ceux qui connaissent pas forcément ça, tu as des boîtes qui vont faire en sorte de faire des trucs visuellement pas jolis. C'est pour ça que d'ailleurs, bah, les designers, souvent, on est très mauvais en ads parce qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre qu'une ads dégueulasse peut performer plus qu'une ads super jolie. C'est En vrai, personne ne peut le prouver et personne a la formule magique pour expliquer, tu vois, pourquoi. Mais en tout cas, le Gliads fonctionne, parfois, tu vois, mieux et en vrai, souvent mieux, j'ai remarqué. Mais après, non, niveau web design, ouais, la valeur perçue de ouf d'un site, enfin, tu vois, l'effet waouh dont certains, jouent beaucoup aussi, tu vois, sur LinkedIn, heu, en vrai est bullshit, oui et non, parce que, pour le coup, non, la question de valeur perçue et de design, Mathéo, comme tu disais, les affiches, les trucs comme ça, bah, en fait, ton impression, elle se fait en 3 secondes et tu vois, on en parlait avec Thomas la dernière fois aussi. Quand tu arrives sur un profil, tu te fais ton avis en 3 secondes et en fait, ton avis sur si OK, ce mec-là, il est premium, OK, ce mec-là, il est cheap. En vrai, Mmh. c'est un peu les deux C'est un peu extrémums, mais ça. genre, en vrai, il se fait en peut-être 5 secondes, tu vois? Sans rien Mmh. lire même quasiment. Tu vois? Juste Ah mais question de c'est même branding, sans de rien lire. typo. Si dans ton visuel, tu inclus le texte que tu mets sur ton visuel, c'est la première chose que la personne, elle va voir. Alors après sur LinkedIn, c'est pareil, tu as toujours des personnes qui vont avoir une bannière Canva, par exemple, truc bateau, mais derrière ils vont mettre tellement de valeur, tu vois? Là, il y a eu les thématiques sur l'IA, par exemple, ça a explosé et il y a À des fond. personnes qui arrivent sans même avoir une belle bannière ou un profil vraiment premium qui donne envie, à te vendre des accompagnements sur l'IA, mais c'est parce que la valeur derrière, elle est tellement élevée que, quoi qu'il arrive, le message, à partir du moment où il est lisible, en fait, c'est OK. Mais il y a d'autres personnes, en vue de la concurrence et de l'accompagnement qu'ils vont avoir derrière, ils vont être obligés de rendre leur message pas seulement visible, mais aussi lisible, ou ils vont devoir y mettre de la forme en plus. Ça, c'est vraiment un Mmh. peu du cas par cas. Pour moi, c'est trop compliqué de se rattacher aux un peu leaders d'opinion sur LinkedIn qui sont là depuis 3 4 ans, qui ont pas forcément une belle bannière, tu vois? Nous, en tant que designer, on peut se dire: «Mais c'est pourri ce qu'il a aujourd'hui». Tu as envie de le refaire et en vrai, ça serait bénéfique pour lui de le refaire. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose, en fait, ça va plus être une vitamine pour lui qu'un médicament. Ça va le booster, mais ça l'empêche pas, en fait, d'avancer et c'est ça l'équilibre qui est compliqué avec le design, c'est que faire comprendre au client que ce que tu vends, c'est un médicament et pas une vitamine, je pense, c'est le plus gros défi de chacun. À part si tu es face à un client qui vraiment a envie de faire son site internet, bon, bah, là, le gars, il sait que, bon, bah, il sait à quoi s'attendre et puis ça y va. Mais pour quelqu'un qui est pas forcément ultra prêt à s'engager sur un profil, LinkedIn, sur, une affiche, sur un site web, sur quoi que ce soit, bah, en fait, il y a cette éducation, comme tu disais, à faire sur ça, sur le fait que,
Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, les marchés, ils sont tellement saturés. Après, je suis le premier à dire qu'il y a de la place pour tout le monde, hein. Mais, faut apprendre qu'aujourd'hui, le design, c'est plus un truc que tu viens faire après, en fait, avoir, je sais pas, eu, X clients ou X, X, abonnés ou autre. C'est vraiment un point de départ. Pour moi, c'est le deuxième pilier du personal branding après le positionnement, c'est tu bosses le fond et dès que le fond, il est fait, tu bosses tout de suite la forme, en fait. Pour qu'ensuite, quand tu travailles ton contenu derrière, tu puisses tirer profit de 100 en fait, de ton impact, aujourd'hui et que tu te dises pas: «Je fais d'abord du contenu pour voir si ça prend». En fait, si ça prend pas, tu vas te dire quoi? C'est qu'il te manque du design ou que mon contenu, il est pas bon? Enfin, c'est compliqué. Moi, je suis plus du c'est ce que j'essaye de transmettre, du coup, avec mes clients aussi, c'est on bosse à fond le fond et ensuite on vient y mettre la forme directement pour que même les premières personnes qui voient ton profil, même si tu as 400 abonnés, en fait, sur LinkedIn, elles ont envie de bosser avec toi ou du moins tu marques leur esprit, en fait. C'est le but, hein, de toute façon, du design, c'est d'être mémorable au-delà de transmettre le bon message. Ouais, clairement. Exact et c'est du coup super intéressant ça pour faire la transition avec la création de contenu. La création de contenu du coup qui doit aussi servir ce propos-là, d'être mémorable, d'être remarquable aussi, de quand on voit passer un de tes posts, sur LinkedIn, qu'on sache que c'est toi direct. Toi, tu as cette patte-là, moi j'ai cette patte-là, ce truc où en fait pour le post ton post il va passer dans le fil LinkedIn de n'importe qui, on va t'identifier à ça. Et ça, c'est très, très dur et c'est là où tu vas pouvoir aussi nous apporter un peu ton savoir. Qu'est-ce que c'est, en fait, un bon branding sur LinkedIn? Parce que moi-même, je l'ai fait, moi-même, donc je suis un designer, j'ai ma vision de design, mais j'ai pas cette vision de qu'est-ce que c'est un bon branding LinkedIn? Ouais. Pour moi, le mot branding, je l'utilise presque plus. Pour moi, c'est plus signature visuelle maintenant que j'utilise, parce que c'est un peu la définition parfaite, en fait, de l'objectif final de retravailler tout ça. C'est vraiment d'avoir une signature. Donc automatiquement, si tu fais un beau visuel ou un beau branding que tu viens prendre chez le voisin qui fonctionne super bien ou juste, bah, voilà, tu as pris un modèle de site pour ton site et tu reprends les couleurs et cetera. Enfin, en fait, à partir du moment où c'est pas une signature, où c'est juste, en fait, un ensemble de couleurs et de typos, j'ai du mal. Aujourd'hui, ce qu'il faut réussir à aller chercher et Dieu sait, hein, que j'ai essayé d'apprendre aux gens à faire du design ou à bien réussir justement leurs bannières, leurs machins, leurs trucs. Impossible. Aujourd'hui, il y a tellement de bons profils et il y a tellement de modèles à droite, à gauche que faut vraiment une vraie signature visuelle. Il y a eu une période, vous avez dû le voir avec les mascottes, où c'était vraiment le truc où je fais ma mascotte et c'est ça qui crée la singularité que les autres n'ont pas. Parce que tu as de l'identification, ça se mémorise facilement et ça fait un style, vraiment bon. Je pense même qu'il y a des profils que vous avez en tête quand on parle de mascotte, directement et voilà, le seul truc qu'il faut retenir, c'est qu'avoir un truc qui est OK en termes de code design, donc bonne hiérarchie visuelle, un bon contraste au niveau des couleurs, une bonne cohérence visuelle aussi sur tous les supports, ça c'est ultra important, mais j'y reviendrai après. Mais vraiment de se dire: «OK, au travers ce que j'ai travaillé sur mon positionnement, sur ma singularité, est-ce que je peux pas venir ajouter des éléments visuels? Ça peut être des illustrations, ça peut même être des photos de moi, en fait. Tu sais, il y en a qui utilisent des photos ou même maintenant avec l'IA, avec Gemini ou autre, ils vont se rajouter un accessoire particulier, ils vont jouer sur une couleur en particulier. Enfin voilà, il y a plein de choses aujourd'hui avec le visuel qu'on peut venir rajouter à un profil, pour justement créer un univers, quoi. Et cet univers-là, moi, c'est vraiment le côté signature de dire: «OK, moi demain, si on efface mon nom sur LinkedIn et que je mets un carrousel, les gens, ils vont savoir que c'est moi, au travers les couleurs que j'ai et le style que j'utilise» et c'est le cas de Fond. beaucoup et c'est un petit peu ce qu'il faut faire aujourd'hui ou du moins qu'il faut réussir à faire et c'est pas facile. Que même moi, j'enchaîne les clients, du coup, sur de l'optimisation de profil. J'ai des clients, des fois, qui sont dans la même niche. Il faut vraiment qu'ils aient tous les 2 des univers visuels qui reflètent l'approche qu'on a travaillé ensemble, en fait, sur leur singularité au niveau du positionnement. Donc c'est un travail de pro, c'est difficile de le faire, soi-même, sauf si justement on a recours un petit peu à des belles mascottes ou vraiment qu'on maîtrise bien l'IA. C'est peut-être aujourd'hui le seul truc avec, je dirais, les photos qui sont importantes, Mmh. pour réussir à vraiment bien se différencier. Après le deuxième point qui est super important, c'est du coup ce que je disais sur la cohérence visuelle. Aujourd'hui, en personal branding et n'importe où, on dit souvent qu'il faut 7 à 8 fois avant qu'une personne, tu sais, elle prenne rendez-vous avec toi ou qu'elle ait envie d'aller plus loin. Enfin, tout ça, ça veut juste conclure sur le fait que la répétitivité, elle est ultra importante.
Si demain tu fais un visuel qui est violet, que le lendemain tu en fais un rouge, que le vendredi c'est un vert et que le lundi c'est un bleu, enfin, même si toi derrière tu dis le code couleur il correspond à tel sujet que je non, parce que les gens ils vont avoir du mal à te mémoriser, à ce niveau-là. Il faut vraiment que tu aies de la récurrence et que l'idée c'est pas de les avoir à l'usure, mais juste que vraiment ça rejoint ce côté être mémorable, marquer les esprits et du coup il faut une grosse cohérence visuelle, ouais. C'est vraiment sur quoi je voulais embrayer par rapport à ça. J'allais te demander pour toi, il faut combien de temps? Parce que pour moi, ce côté signature, tu peux toi, optimiser un profil, le refaire et il va avoir une vraie grosse DA, un vrai truc où on se dit: «Punaise, lui, OK, c'est chaud». Mais le côté signature pour moi, il vient avec le temps, en fait, où tu t'imposes vraiment comme: «OK, ça, c'est mon style». À chaque fois que tu verras ça dans ton LinkedIn, tu sais que c'est moi. Et ça, c'est qu'avec la récurrence comme ce que tu as dit, que ça vient, en Ouais, la fait. répétitivité, c'est ça. Mais en Il y a fait, pas ça peut d'autre, que venir avec le temps, hein. ouais, c'est ça. Mais En ça fait, il rejoint ce faut côté le de la bonne base. ouais, puis sur le contenu, ça rejoint ce côté aussi de comment? De communiquer. Moi, je dis souvent qu'il faut communiquer minimum 3 fois par semaine. Mmh mh. Parce que justement, c'est ce qui te permet aussi d'être présent régulièrement sur le feed et ça nourrit l'algorithme pour que justement tu puisses un peu rentrer et marquer les esprits. Donc ça met du temps à arriver et il faut pas oublier que voilà, hein, le visuel sans le fond, ça vaut rien, quoi. C'est bidon, en fait. Mmh mh. Il y en a qui essayent de rattraper, ce manque, en fait, de fond par du visuel, mais ça fonctionne pas du tout. Même si tu es le meilleur designer, c'est pas possible. Hem, donc ça, c'est ouais, c'est vraiment important, hein. Ça, Bah, c'est c'est très, très dur parce qu'après du coup, ça embraye avec la du coup, on va dire que tu as créé ton personal branding, tu as créé ta signature. Après, il faut mettre les éléments à l'intérieur, donc le fond. Tu as la forme qui est ouais, bien, mais il faut travailler le fond. C'est encore un autre boulot, c'est encore Mmh. une autre corde à rajouter à son arc. ouais, Parce que c'est pas facile, de trouver son angle, surtout dans encore une fois, hein, dans tous les domaines, je pense c'est pareil, mais notamment le branding sur LinkedIn, il y en a beaucoup. Les web design, il y en a aussi beaucoup. Du coup, on est très, très concernés. Heu, Difficile de pas répéter les choses que d'autres personnes ont déjà dites il y a et qu'un du coup seul, difficile de créer du contenu, original en fait, la finalité. Mmh mh. ouais, mais en fait, c'est pour ça que maintenant je parle que de personal branding parce qu'on a vraiment ces si je dois résumer en 5 points pour que tout le monde un petit peu les ait en tête, enfin du moins c'est selon moi les 4 à 5 points. Le dernier, il est un peu plus subtil, mais pour vraiment construire sa personal brand et réussir sur LinkedIn, même en tant que web designer, à mettre en place ce qu'on disait sur le fait vraiment d'être authentique, d'avoir son approche, de mettre tout ça en avant. Le positionnement, comme on l'a dit, pour moi, c'est vraiment le fond. C'est vraiment la première pierre à avoir au niveau des fondations. La signature visuelle. Après, il y a tout ce côté communication, contenu, en fait, pour, aussi parce que avoir un bon visuel, un bon positionnement, si tu communiques pas derrière, ça va pas être suffisant, pour justement faire la différence. Juste ta proposition de valeur ne peut pas déclencher un achat, c'est pas possible. Il faut que derrière, Mmh mh. il y ait davantage de contenu à ce niveau-là. Le quatrième pilier pour moi, c'est du coup l'authenticité. Dans tout, en fait. Authenticité, autorité au-delà du contenu et le dernier point que moi je rajoute, c'est la partie conversion parce que pour moi, c'est le but final. Même si c'est pour quelqu'un qui veut juste de la visibilité, et du coup, sa conversion pour lui, c'est d'avoir des nouveaux abonnés. Bah, en fait, ça reste le point final et c'est une case qui est importante. Donc au travers ces 5 piliers-là, évidemment que derrière, le but, ça va être justement de t'appuyer sur ta signature visuelle et ton positionnement pour créer du contenu qui va être différent des autres. Aujourd'hui, et j'en ai fait en plus un post cette semaine, c'est drôle qu'on aborde le sujet, mais je disais que tout le monde est en mesure d'apporter de la valeur. Parce qu'on dit tout le temps: «Il faut de la valeur, de la valeur, de la valeur». Oui, mais moi demain, je regarde, un tutoriel sur HubSpot, pendant 2 heures. Je vais être en mesure derrière avec l'IA de te pondre un post où je vais te donner 10 astuces HubSpot alors que moi-même j'utilise pas HubSpot. Donc derrière, ce qui va être important, en fait, c'est l'autorité que tu vas avoir et c'est surtout, c'est là si on parle de site internet, ouais, tu peux donner par exemple, 10 erreurs fréquentes que tu vas avoir sur les sites internet. Tout le monde peut le faire ça. Mais ce que les gens, ils vont chercher, c'est pas forcément le sujet ou la valeur derrière le post, c'est de prendre cette valeur-là par rapport à ce que toi tu as vécu, en fait, de ton côté. Parce que même si vous êtes 2 ou 3 à partager le même jour la même valeur ou traiter du même sujet, c'est celui justement qui va mettre en avant son vécu
qui va plus retenir l'attention. Ou si les 3 mettent en avant leur vécu, ils vont avoir 3 vécus différents. Donc un prospect, il va être OK à lire en fait les 3 posts parce qu'il va se dire: «Ils ont eu 3 perspectives différentes, 3 vécus différents, donc les conseils, ils vont pas venir à moi, de la même manière». Et Ouais, c'est du pour coup, ça tu as que une les posts, trace, tu ouais, une excuse-moi, ouais, ouais. tu une trace et une note, on va dire, qui du coup, comme tu parlais d'authenticité, tu vois, bah, tu propre et du coup, ça contribue et on va dire, ça nourrit ta brand personnelle, tu vois? Parce que du coup, pour le coup, tu peux faire retranscrire tes valeurs, faire retranscrire ton vécu, les erreurs aussi que tu as commis. En fait, chaque sujet, je pense, peut être tourné et tu as grave raison sur ce point-là, genre bah, vis-à-vis de toi et vis-à-vis de toi, comment tu interprètes la chose. Comme tu dis, ouais, du coup, en termes d'idées et de création, du coup, de contenu, bah, d'idées de posts, genre, du coup, sur le recyclage, je pense que c'est ça que tu conseilles aussi, c'est de chaque sujet, du coup, le tourner un petit peu à sa sauce pour, du coup, rajouter son élément différenciant et du coup, se démarquer et du coup, ne jamais tomber dans ce truc de, je copie le voisin ou quoi que ce soit. Bah, en fait, c'est ce que toi tu as avec le building public, c'est que demain Mmh. tu vas mettre en avant une erreur que tu as faite. Cette erreur-là, tu peux faire un post basique de dire, «Voici l'erreur que, X, personnes ou X startups font quand ils veulent faire ça», tu vois? Ça, tout le monde peut le faire, mais toi, dans le format building public, tu vas pas mettre les choses en avant de cette manière-là. Enfin, du moins, je pense Mmh. pas. Tu vas plus dire: «Hier, j'étais en call avec tel Ouais, prospect qui m'a dit exactement. que tel Ouais. truc et on a f ouais et en fait, j'ai fait cette erreur-là de lui dire ça» et en fait, tu racontes, du coup, ce que tu as vécu et c'est ça qui crée du lien et c'est ça Ouais, qui les va gens, te ils accrochent à différencier fond. des autres, en fait. Mmh. La vraie différence aujourd'hui et c'est tout l'enjeu du personal branding, c'est de réussir à partager de la valeur, donc de ton expertise en fait, apporter des choses au niveau du «tu», donc à ta cible, au travers le jeu de ce que moi j'ai vécu, de ma vision des choses et de mon vécu. Voici ce que je te partage et c'est là où ça a de la vraie valeur. Parce que la personne, Mmh. voilà, elle se dit que le gars, il a vécu cet événement-là ou il c'est raconté. En fait, j'essaye de plus en plus de dire: «Faut arrêter d'expliquer les choses, faut essayer de les raconter un peu plus Ouais, et de à venir fond. mettre du contexte pour justement réussir à te dire». Moi, je le dis à mes clients aujourd'hui, je peux même citer des fois, ça m'est arrivé avec dans des rendez-vous avec des prospects, de donner le nom de certains concurrents. En mode, tu veux comparer? Je te donne les prix des concurrents et je t'envoie leur profil LinkedIn. Fais le tour de tous les profils pour refaire ton profil, en fait, fais le tour de toutes les personnes qui sont en mesure de refaire ton profil LinkedIn, tu vois? Et je leur dis souvent: «Je suis quasiment sûr que tu vas revenir vers moi, à 99 parce que c'est avec moi que tu as pris le rendez-vous». En fait, je sais que j'ai un lien avec ce prospect-là. Donc moi, je sais ce que je vends aussi, je lui dis: «Compare» et la plupart C'est du temps, ils beau. me disent: «Non mais Mathéo, je vais pas comparer et puis il y en a que j'ai déjà vu, heu, j'ai envie de travailler avec toi et on y va, en fait». Et en Ah, fait, c'est c'est beau. ça qui fait la différence et ce que les gens, ils ont besoin de comprendre dans le web design aussi, c'est pareil, c'est que en fait, les gars, c'est votre approche, c'est votre vision des choses. Partagez votre quotidien. Si vous savez pas de quoi communiquer, dès que vous avez fini une journée de boulot, vous notez tout ce que vous avez fait dans votre journée, tout ce que vous avez fait sur les projets clients, les problématiques que vous avez eues, les échanges que vous avez eu avec des prospects, les échanges que vous avez eus avec des clients, les questions, les réflexions personnelles. Vous notez ça. Chaque fin de journée, à la fin de la semaine, vous vous mettez 4 heures pour faire vos posts de la semaine d'après. Vous avez une liste au moins de 20 sujets de réflexion que vous avez eu dans la semaine, etc. Et c'est ça Mmh. qui va vous permettre derrière de rédiger un post aussi plus rapidement en juste racontant ce qui s'est passé, pas seulement en essayant d'expliquer un truc précis. Ouais, justement, je voulais te demander ça aussi. Alors, comment est-ce que toi, tes clients, tu leur proposes de gérer? Parce que je pense qu'il y a pas de 100 personal branding et pas de 100 valeur. Je pense que le mix des 2 est le plus cohérent à faire. Obligatoire, Heu ouais. et du coup, comment est-ce que toi, tu gères la partie idéation? Tu parlais tout à l'heure de 3 postes minimum. Du coup, est-ce que tu conseilles à tes clients de time bloquer, par exemple, sur toute une journée et de batcher tout le contenu de la semaine pour le programmer? Ou est-ce que, bah, du coup, pour un plus d'authenticité, ils vont allouer, tu vois, genre, j'en sais rien, 3 time blocks sur la semaine, et au final, du coup, disperser un peu plus le truc, quoi? Ouais, ça, c'est vraiment difficile, moi, ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est ce que je travaille, ouais, avec mes clients sur la partie contenu. En fait, c'est d'avoir la logique derrière un post et derrière la création de contenu. C'est-à-dire, moi, je leur donne la stratégie, donc souvent, je leur conseille une stratégie en tofu, mofu, bofu. En fait, c'est une stratégie, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. L'idée, c'est de penser, en fait, en entonnoir, de se dire: «Je vais avoir des posts tofu», du coup, qui vont viser une cible large et qui vont me permettre de ramener de l'audience.
typiquement Thomas qui fait un post, refonte fictive de Decathlon ou de Mmh mh. Duolingo, dès qu'il y a des personnes qui connaissent Duolingo, ça va capter leur attention, ils vont peut-être lire le post et ils vont peut-être mettre un commentaire en mode: «Oh trop bien, c'est mieux qu'avant» et cetera. Ça va être les posts tofu. C'est-à-dire que tu vas ramener beaucoup de personnes sur ton profil, mais c'est pas forcément des personnes qui vont être qualifiées. Ensuite, les posts mofu, ça va être des posts justement pour venir éduquer ces personnes-là et venir les préqualifier en fait avant de les inciter à prendre rendez-vous ou à aller plus loin. Et c'est là où tu vas partager un peu plus ton expertise, partager un peu plus ce que tu fais justement voilà au quotidien. Et ensuite, tu as les posts Bofu où ça, c'est les posts en fait où tu vas mettre en avant tes process, tu vas mettre en avant des témoignages, des cas clients réels, ta manière de voir les choses, de fonctionner, pour justement que ce soit un peu la goutte d'eau qui va faire que la personne elle va se dire: «OK, je suis sûr, en fait, là, ça fait 3 mois, je vois ses contenus, c'est top ce qu'il fait, là, j'ai besoin d'un site internet». Et il a eu le cas avec un client qui était proche du mien, en fait, je me vois, il y a de l'identification, boum, je prends rendez-vous, j'y vais, en fait. Et du coup, je mets en place avec eux cette logique de vraiment de réfléchir à l'objectif de leur post avant de le rédiger. Et ensuite, après, bah, il y a vraiment 2 teams. Ceux qui préfèrent fonctionner par concept, en fait, ils vont se dire: «Je vais avoir certains concepts que je vais pouvoir utiliser». Soit il va y avoir la team vraiment pyramide de contenu, où ils vont reprendre 3 à 4 thématiques. Dans ces thématiques-là, ils vont mettre 5 à 10 sujets et dès qu'ils ont syndrome un peu de la page blanche, ils prennent un sujet et après ils viennent rédiger derrière, quoi. Ça fait thématique, sujet, idée et programmation, après j'envoie. Donc difficile de mettre en place une routine, précise pour qu'eux, ils puissent gérer. Après, le mieux, j'ai tendance à dire que si on fait au moins 3 postes par semaine, c'est bien de se mettre une après-midi, quoi. Une demi-journée dans la semaine, comme ça on fait ses postes de la semaine d'après, ça évite de faire la veille pour le lendemain, mais Mmh mh. ça dépend vraiment de chacun, ouais. Moi, je Parce sais que que c'est ouais, comme z ça que je ah vas-y. oh, vas-y, t'inquiète, excuse. Moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne, la première journée de la semaine, le lundi, ma première matinée, je focus mes posts LinkedIn. J'en fais 3-4 et je les programme comme ça après je suis tranquille et après on pourra en parler, tu auras peut-être des conseils par rapport à ça aussi. Après c'est plus la question de présence sur LinkedIn, aller, commenter sous les autres posts, aller, mettre des likes, répondre à ses propres commentaires et cetera. Donc j'ai plus que ça à m'occuper et du coup au niveau de la charge mentale, tout ce qui est création de contenu, c'est fait le lundi matin. Après je suis tranquille pour la semaine. Du coup moi je fonctionne comme ça. Il y a des personnes qui fonctionnent plutôt au jour le jour. Donc c'est je pense que c'est très dépendant de chacun pour le coup. Mais ouais, je pense qu'il y a un gros sujet de pour ceux qui publient pas encore de contenu, qui nous écoutent, est-ce qu'ils ont le temps? C'est vrai que moi, quand j'étais au lycée et que je voulais créer du contenu, en parallèle des cours, plus du business, c'était quand même compliqué de gérer ça parce que j'avais pas toutes mes journées. Heu, mais du coup, je pense que le process que tu partages, Météo, il est ultra cohérent parce que je pense que pour 3 postes, t'as pas forcément besoin d'y allouer, beaucoup de temps. Je pense qu'en, on va dire, les 4 heures, tu as moyen de faire tes 3 posts de la semaine ou on va dire peut-être 3 heures, tu vois? En fait, je pense que plus tu vas bosser, plus tu vas mettre en place des automatismes, plus tu vas aller vite parce que ça va être, bah, facile et fluide, quoi. Parce que, bah, en tout cas, tu des gens qui publient aussi sur plusieurs canaux, tu vois? Et ce truc-là de, bah, je peux pas publier de contenu parce que, bah, j'ai pas le temps, parce que X, j'étais dans ce cas-là aussi, tu vois? Et c'est vrai que je pense qu'il faut au moins commencer quelque part et je pense que LinkedIn est cool là-dessus parce que c'est du texte. Donc, pour le coup, je prends mon cas quand j'étais lycéen, tu moyen de faire, tes posts LinkedIn de la semaine sur tes trajets de bus, par exemple, ou même pour ceux qui bossent. Au moins, bah, c'est ça, tu vois? Parce que LinkedIn, pour le coup, tu as ce format textuel, donc sur ton téléphone, tu peux littéralement faire tous tes posts. Sur, tous les autres canaux type Insta, TikTok, ou YouTube, tu vois? Encore pire, bah, pour le coup, là, tu dois être face cam, tu dois être, sur ton truc. Donc, LinkedIn, je pense que tu as vraiment cette proximité-là de te lancer facilement et ensuite après de dériver, pourquoi pas, sur d'autres choses ou sur plus de LinkedIn. Après ce qu'il faut faire attention, c'est que, la rédaction de post en tant que telle, tu peux la faire, quand tu as du temps libre, dans le bus et cetera. Mmh mh. Maintenant, dès que tu veux créer, soit de l'infographie, du visuel, des carousels, c'est Ah oui, ça à qui fond, prend du temps. Moi, c'est ça à qui me fond, ouais. prend du temps. La rédaction, en vrai, ça va assez vite. Par contre, dès que tu dois le mettre en carrousel, faire, 10-12 pages, là, Mmh. là, ça peut se compter en 1 heure et demie, le temps d'avoir un Ah, bon Clairement. résultat, quoi. Bah, c'est ça, hein. Moi, je sais que ah, même, c'est pour ça que j'en fais pas, hein. Bravo, bravo, bel exemple. Ouais. Non, mais ouais, ouais, moi aussi, ça m'arrive de passer des 1 heure et demie des fois sur des carrousels, hein. Heu, après,
Après ce qu'il faut comprendre et moi ce que j'ai remarqué surtout, c'est que les personnes qui mettent vraiment du temps, c'est des personnes qui réfléchissent trop sur, Mmh mh. le sujet qu'elles doivent aborder. Hem, c'est l'idéation, en fait, qui pose problème plus que la rédaction. La rédaction, tu prends la structure un petit peu qu'il faut avoir pour un bon poste, ou tu prends justement, bah, voilà, le poste de quelqu'un d'autre ou même un outil. Il y a des outils maintenant au-delà du ChatGPT et cetera qui te permettent de mieux rédiger tes posts. Tu peux y arriver facilement. Le gros problème souvent, c'est que les personnes, elles savent pas quoi raconter parce que du coup, elles ont pas mis en place cette routine de se dire: «OK, il faut que je partage un peu ce que je fais au quotidien et si j'ai pas le temps de rédiger mes posts, c'est parce que je fais des choses au quotidien». Donc, note ces choses-là et essaye de le partager, tu vois, aux gens et voilà, ouais, les personnes qui essayent vraiment de trouver des idées de contenu, surtout en site web parce que c'est souvent compliqué, hein. On rentre vite dans du technique à attirer des Mmh mh. concurrents plus que des prospects. À ce niveau-là, ouais, c'est important, je pense, de vraiment faire le point sur ce que tu fais de tes journées et essayer de partager ça aussi et puis après, bah, pour les visuels, ça prend du temps mais moi, les clients qui ont pas beaucoup de temps, je leur conseille d'avoir des concepts. Ils font un template par concept ou sinon ils me demandent et je leur fais. Mais, dans l'idée, bon, bah, voilà, il y a quand même des solutions pour gagner du temps à ce niveau-là, hein, ça Mmh c'est mh. Ouais, sûr. bien sûr et Mais aussi rajouter que ça s'apprend. En vrai, moi, au début, je mettais vraiment beaucoup de temps pour un carrousel. J'en mets, je parlais d'1 heure. En vrai, c'est très rare que je dépasse 1 heure sur un carrousel maintenant. Au début, je sais que je me torturais la tête et tout. Maintenant, une fois que tu as on va dire, tu ton template avec ta disposition, comment tu mets ton texte et cetera, comment ça s'aligne, comment tu présentes et cetera. Ça va beaucoup plus vite, mais ça s'apprend, c'est pas inné, faut le faire, faut la répétition, toujours la répétition et il y a que comme ça qu'on peut après gagner ça du vient avec la temps, pratique, hein. ouais, c'est ça, il y a pas de secret, hein, vraiment pour ça, pour le coup, et faut pas lâcher. Faut pas lâcher surtout au début quand tu commences et que tu as 2-3 réactions sous tes posts pendant plusieurs semaines. Mmh mh. C'est c'est ce qui est dur. Bah, Bon, vu qu'on parle de galère justement et de voilà, vas-y, vas-y. de trucs un peu chronophages et tout, je vais jouer un peu la carte du tu vois, du vilain canard. Heu, Niveau plagiat, niveau rédaction des posts avec IA, en vrai, je pense qu'il y en a de plus en plus et je pense Mmh mh. qu'on peut englober aussi le sujet sur les commentaires IA aussi, au-delà des Ah oui. posts, pour Ah le là là, reach. Je pense que, tu vois, là, on a un peu le sujet des downsides, tu vois? Que ce soit IA, que ce soit, bah, du coup, rédaction IA des posts ou des commentaires et plagiat. On est sur les trucs un peu, face cachée, j'ai envie de dire et je pense qu'il nous faut un peu en rage, là je nous qui là créons, je tu vois, de manière cool, quoi. j'ai envie de te dire qu'il y aurait je pense qu'il y aurait quasiment un sujet de podcast à part entière à consacrer à ça. Hem, Ce qui est difficile, là, ce qui est vraiment difficile en ce moment, c'est les commentaires IA. Là, ça fait très mal. Là, c'est chaud parce que j'ai commencé au début de l'année. Au début de l'année, il y avait, je trouve, ce truc humain et j'ai vu se transformer depuis, janvier jusqu'à maintenant, petit à petit et là, ça commence à être une folie. Là, ça commence à être une folie, donc ça commence à rendre fou. Les posts, faut être honnête, moi, j'utilise beaucoup ChatGPT pour la rédaction. Je suis un très, très mauvais, rédacteur, écrivain. En plus que j'ai un français à l'écrit qui est pas terrible, mais j'utilise beaucoup. C'est moi qui est derrière l'idée et cetera, mais au niveau de la rédaction, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, donc je l'utilise. Par contre, derrière, ouais, là, les commentaires, c'est une petite folie, on va pas se mentir. Ouais, je suis en train de faire un petit check là sur mon compte pour vous trouver deux trois pépites, Ah si bah, Ah je tu beh, retrouve. moi je vais moi t'en je sors mon donner post. une pépite, très simple. Anecdote du matin, ce matin, hier soir, pour le coup, j'avais pas de poste programmé. Donc, tu vois, même moi, j'ai pas, des postes programmés, sur 2 mois parce que j'aime bien au quotidien, en fait, justement, partager un peu ce que je fais dans la semaine. Et hier, je me suis dit: «OK Mathéo, j'ai pas envie de m'embêter à faire un post, je vais même pas mettre de visuel» et je fais une accroche en gros: «Pas de visuel parce qu'aujourd'hui, je te partage une astuce que je devrais pas te partager». Et dès que les gens cliquent sur voir plus, ils ont juste un lien sans texte, sans rien du tout, ils savent pas ce qu'il y a derrière, c'est juste mon Calendly derrière, quoi. Bon, peu importe. J'ai réussi à prendre 2 rendez-vous avec ça. Donc c'est que ça a un Pas peu mal. marché quand même. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui ont paramétré leur logiciel IA avec les commentaires pour répondre à tous mes posts tous les jours. Sauf que Oh ce là là matin, là vu que là j'ai là. fait un post, vu que j'ai fait vous pouvez aller voir, hein, sur mon dernier post de ce matin. Heu, en fait, vu que j'ai fait un post où c'est vraiment, brainfuck, à fond et que c'est voilà, c'est de la connerie en soi et ben j'ai eu des commentaires ultra complets de trop bien de partager une astuce Ah pareille ouais. et tout machin et là, je me suis franchement et en fait, j'ai mis un commentaire où j'ai en fait, c'est juste un radar à commentaires IA, quoi. Enfin, les gens, ils passent pour des clowns à faire ça Ouais, et je truc de pense que ouf. le gros problème des gens aujourd'hui avec LinkedIn
C'est qu'ils le prennent trop comme un réseau social. Ils le prennent trop comme un réseau social et pas comme un canal d'acquisition. Du coup, ils veulent juste être présents en pensant que ça va venir et derrière, essayer de gagner un maximum de temps. Sauf qu'ils pensent pas au résultat et à l'objectif numéro un, qui est de réussir à créer du lien, à se différencier de la concurrence et honnêtement, hein, même des personnes qui ont des super IA, qui ont super bien fait leur ChatGPT et cetera, on le voit, c'est trop parfait, il y a encore Oh, des choses qui ouais. vont pas. Ça, c'est sur la manière d'échanger. On parlait tout à l'heure de routine, d'aller commenter chez les autres, etc. Pour moi, c'est le deuxième levier qui est le plus important sur LinkedIn. Si tu programmes tes posts et que tu n'es pas présent ailleurs, tu vas pas avoir en fait de monde qui va venir vers toi. Il faut nourrir Mmh. l'algorithme, il faut créer un pic d'activité. Il faut aussi savoir être présent chez les concurrents qui, eux, pour le coup, ont plus de vues. D'impact et de visibilité que toi. Parce que si tu mets des bons commentaires, tu vas avoir des impressions, tu vas avoir des likes, et c'est une méthode de marquer les esprits. Mais le problème, ouais, de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, c'est juste utilisé pour se dire, je me débarrasse en fait de Ouais, cette clairement. corvée de faire un post ou de cette corvée de mettre un commentaire. Comme ça, en fait, les gens, ils se concentrent juste sur les bonnes pratiques et les ingrédients, mais ils pensent pas au but final, en fait, à la recette globale qu'il faut avoir pour aller chercher un objectif. Et du coup, c'est problématique. Ça rejoint un peu les personnes qui vont juste faire un profil où, si je leur dis qu'il faut de la preuve sociale, ils vont mettre de la preuve sociale, du machin, mais ils vont pas travailler ce côté émotionnel derrière. En fait, avec l'IA, c'est la même Mmh. chose. Par contre, rédiger ses posts avec l'IA, moi, ce que je conseille à tout le monde de faire, c'est d'utiliser ChatGPT, Claude ou même Magic Post, qui est un super outil, qui est un peu onéreux. Enfin, c'est pas onéreux pour ce que tu gagnes comme temps dans la semaine, mais en soi, ça peut être intéressant. Hem, Rédiger un brouillon et ensuite l'améliorer avec l'IA. Mais il faut D'accord. acquérir cette logique avant. Moi, j'apprends à mes clients à acquérir une logique avant de vouloir trop mettre dans l'IA. Parce que sinon, tu mets dans ChatGPT, dans Perplexity, dans Claude, Ouais. dans Magic Post, dans machin, tu te retrouves avec 4 posts, tu sais plus quoi en faire, tu as perdu 1 heure et ça va Mmh. pas. Alors que si tu as la logique et la structure derrière de ce que tu dois véhiculer en fait comme message, en fait, tu t'assures déjà que ton post, après l'avoir passé dans l'IA, ça reste aligné avec ce que tu avais prévu ou non. Et c'est là où tu peux arriver à des bons résultats, je pense. Mais c'est bien en soi, l'IA en soi, elle est intéressante. Maintenant, les commentaires IA, c'est bénéfique pour ceux qui restent authentiques, quoi. J'ai envie de dire, continuez à Ah mais là, faire des c'est commentaires avec l'IA. sous ton pote, c'est une folie, hein. Ouais, t'as vu? J'ai pas été Ah et revoir, là, il y a peut-être des nouveaux commentaires, mais il y a des trucs, ah c'est assez et fou, ouais. il y en a un qui a répondu: «C'est une super idée de partager ce secret pour aider tout le monde à mieux se présenter ici», mais Ouais, c'est fou. C'est Mais ah je ouais, pense que le c'est pire, dur. c'est même pas forcément de spotter, tu vois, ces gens-là, bah, on va dire, c'est les décrédibiliser et tout. Mais je pense d'un point de vue plus global et plus, heu et plus général, tu as vraiment ce truc de dès que tu as un commentaire qui va excéder, genre, je sais pas, on va dire 3 4 lignes, tu vois? Bah, tu as ce truc de tu as toujours le doute, tu vois? Parce que des fois, c'est pour le coup, ceux qui soit, en fait, lisent tellement toute la journée de commentaires IA, vont commencer à parler comme l'IA, tu vois? Ou bah, tu vois, en fait, tu as des trucs comme ça, tu vois? Parce que là, tu vois, Ah j'allais ouais. vous en lire un, mais du coup, en fait, ça me met le doute, tu vois? En gros, c'est un Ouais, mec, bon, ouais. là, où je parlais du SaaS, du coup, je parlais de la bêta privée et tout, que j'avais créé le groupe WhatsApp, blablabla. Ça a l'air super, c'est bien de pouvoir aider à faire quelque chose de nouveau et d'avoir son mot à dire. Point. J'espère que les 25 personnes qui vont tester seront contentes. Avec 2 points d'exclamation, tu vois, à chaque phrase et tout. Et en gros, la bio du mec, c'est: «J'aide les fondateurs de SaaS à lancer leur MVP». Donc en gros, à mon avis, vu que dans ma bio, il y a SaaS ou un truc comme ça, tu vois, il a dû prendre les trucs en mode Bah, c'est souvent qualification, ça. mots-clés. En fait, C'est pas le souvent, en fait, pire, c'est pas ouais, c'est dur. tu le vois aussi au profil, j'ai envie de te dire, tu vois? Ouais, c'est Parce ça. qu'en fait, Tu le vois aussi au profil. je crois qu'on n'est même pas on est même pas connecté et en fait, du coup, le mec, bah, vend un truc pour les fondateurs de SaaS, tu vois? Donc Ouais, tu es dans une liste, voilà, il tu dans commente, en une vrai, tu liste. sais pourquoi il commente, tu vois? Moi, je vois des mecs, combien de fois des mecs ont commenté, enfin, tu sais, des mecs qui ont une promesse en mode, «Je livre votre MVP de SaaS, nin votre early stage, en 14 jours, blablabla», qui commentaient en mode: «Ah, super idée», tu vois? Bah, merci, mais en vrai, Après ça ça, sonne c'est un peu, tu le vois? ça je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi ça fait aussi partie, du c'est le parti ingrat du job de la prospection sur LinkedIn. Je Bah, ouais, de ouf. pense qu'on en parlera un autre jour, mais la prospection sur LinkedIn, c'est très ingrat, C'est un autre très sujet, ingrate, ouais, quoi. c'est important Ouais, d'en faire. ouais, Après, c'est très ingrat et c'est très dur. après les super posts, les commentaires qui servent à rien, Bah, les finalement. super posts En fait, très c'est ça. intéressants, En super, fait, c'est ouais, ça, non mais clairement. Faut comprendre que les commentaires aujourd'hui, c'est tout autant un levier que tes publications.
tu te permettrais pas de faire une publication où tu racontes rien, où tu donnes pas de valeur. Bah, en fait, les Ouais, commentaires, c'est c'est clair. pareil. Les commentaires qui fonctionnent le plus, c'est lorsque les gens, ils auraient voulu mettre le commentaire à ta place presque. En mode, c'est exactement ce au quoi je pensais, enfin, ou c'est exactement ce que j'allais dire. Et là, tu as des impressions, tu as des likes. Et ça, quand tu commences, tu es obligé, en fait, d'augmenter le temps que tu vas passer sur LinkedIn à engager pour ramener plus de personnes chez toi, pour réussir à avoir plus d'impact au-delà de tes posts qui vont faire 3-4 likes au début, mais c'est pareil chez tout le monde. Tu peux pas arriver et allez, en un mois ou un mois et demi, si tu es accompagné, en fait, ça c'est toujours le sujet. C'est que si tu as pas les bonnes pratiques et que tu as la trésor pour te faire accompagner, moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai Ouais, moi ramé aussi. pendant 3-4 mois, j'ai pris un accompagnement. Il m'a coûté 700 ou 800 balles et par contre, j'ai économisé peut-être 7 ou 8 mois de pratique. Ou peut-être je me serais essoufflé ou peut-être, j'aurais été dans un désert, en fait, où je me serais arrêté, où j'aurais fait demi-tour, quoi. Bah, tu aurais peut-être plus Donc perdu espoir aussi. ouais, bah, c'est ça, Il y ouais, a il y souvent, a c'est il y a ça, il y hein. a ouais, il y a ce truc-là de, moi aussi au début je me suis fait accompagner et tu ce truc en fait où tu apprends tellement les bonnes pratiques en fait tout d'un coup, que le temps que tu gagnes en fait c'est le temps où peut-être tu aurais abandonné donc c'est ouais, c'est hyper C'est intéressant. c'est comme tout. En fait, tu peux tout Ouais, faire toi-même. Tu peux faire tes posts toi-même, tu peux faire tes visuels toi-même avec Canva, même si tu pas aujourd'hui, tu peux tout faire toi-même. Maintenant, c'est le choix de se dire: «Combien de temps j'ai, en fait, avant de réussir à avoir les résultats si je veux tout faire moi-même?» En fait, c'est plus qu'une question de temps derrière. Souvent, je dis: c'est si toujours tu as ça. l'argent, bah, en gros, enfin, si tu pas de temps, il faut que tu aies l'argent et puis, inversement, quoi. Est-ce Ouais, que pour inversement. finir tu nous dévoilerais pas ta petite routine quotidienne sur LinkedIn, Ouais, mais je peux, hein. Je peux. Après, j'ai de la prospection en plus, moi. Donc, mais Ouais, oui, bah, ça globalement, je vais donner les conseils aussi avec parce que ma routine va pas vous faire exploser sur LinkedIn, clairement. En gros, ce que j'essaye de faire, c'est que moi, je poste à 8 heures, mais je mmh, conseille de poster entre 7h30 et 10 heures. C'est vraiment le top. Comme ça, il y a un pic d'activité sur la plateforme. Et tout au long de la journée, tu vas voir que le midi, souvent, tu as une vague aussi d'impressions ou de likes. Et en fin de journée également. Donc, si tu postes en fin de journée, bah, tu perds en fait tout le reste de la journée, donc ton post il va s'essouffler rapidement, et cetera. Donc moi, je poste à peu près, ouais, je poste à 8 heures. Je passe à peu près 1 heure sur de l'engagement pur. Allez, 45 minutes à 1 heure sur de l'engagement pur. Donc, j'ai une liste en fait de personnes chez qui je vais commenter, que je mets à jour régulièrement, parce que je sais que c'est des concurrents ou je sais que c'est des personnes justement qui vont avoir potentiellement une audience plus grosse que moi, donc ça va pouvoir m'amener du monde. Parce que je sais que mon profil est optimisé, donc quoi qu'il arrive, s'il y a du monde qui vient chez moi et qu'ils ont une vraie problématique, bah voilà, je pense qu'ils resteront. Enfin, du moins, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Hem, Ensuite, je passe à peu près 1 heure à faire du setting, 45 minutes à 1 heure à faire du setting. Je pense que ce sera peut-être l'objet aussi plus tard si vous voulez d'autres idées. ouais, 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 C'est lié je à pense que ça peut LinkedIn, être hein, c'est un peu moins lié enfin, ça touche à ce qu'on a dit là, mais c'est la suite logique d'aller contacter les personnes qui ont mis des likes, des commentaires, et cetera pour, essayer de briser la glace et débloquer des opportunités. Donc ça me prend à peu près 1 heure et demie le matin. Donc jusqu'à 9h30, en gros, je suis sur ces tâches-là, à peu près de engagement et setting. Midi, je réponds aux commentaires. Fin de journée, je réponds aux commentaires. Et puis, quand j'ai du temps, l'après-midi, je me remets un petit 15 ou 30 minutes pour faire du follow-up, en fait, au niveau du setting, pour justement venir répondre aux messages que j'ai envoyés le matin et engager les conversations, quoi. Ça prend du temps. ouais, c'est ça, ça prend du temps, ouais, c'est une bonne routine, mais il y a pas trop le choix. Je suis quasiment comme toi, je poste à 7h45, je fais ma routine d'aller commenter, répondre aux commentaires, on Et répond aux puis, DM et voilà. sur l'engagement, parce qu'il y en a qui vont peut-être penser que c'est un peu, enfin voilà, c'est l'algorithme, il gère. Si ton post il est bon, tu vas avoir du monde. S'il est pas bon, tu vas pas avoir de monde. Moi, j'ai vu une différence cette semaine, j'ai pas trop fait d'engagement. En fait, j'ai baissé mon temps d'engagement, le matin pour voir ce que ça donnait. Je fais que 30 minutes et j'ai vu la différence tout de suite sur les likes, en fait. Enfin, sur l'engagement ou même sur les impressions. J'en ai beaucoup moins, en fait et c'est ça où, en fait, ça confirme, hein, le fait que c'est archi important, c'est tout autant important que Ah, il y a aucun doute, hein. Chaque fois où la semaine prochaine, je suis pas là, je prends une semaine de vacances. J'ai mes ouais, posts qui sont programmés, mais je sais que je vais pas faire d'engagement et pour avoir déjà fait le test, de ça, je sais très, très bien que ça va sous-performer de malade. ah, c'est Je sûr. le sais. Donc faut le prendre en compte, mais il faut l'expérimenter pour se rendre compte à quel point c'est important de le faire. Que vraiment donc à force de le faire tous les jours, c'est ça aussi qui t'amène vraiment des opportunités, donc c'est obligatoire, c'est même pas quasiment, c'est obligatoire de le faire si tu Mmh. veux avoir des prospects, sur LinkedIn et cetera.
Ouais, Mmh. Donc clairement. écoute, je crois qu'on a fait un bon tour, 1h20. On s'était Bah dit ouais, une hein, heure, on a fait un de bon ouf. tour. Après je pense qu'on pourrait discuter 3 heures de LinkedIn et de tous ces trucs, parce que là, on a Ouais, parlé de clairement. prospection, si on aborde ce sujet, c'est pareil, c'est une folie, les automatisations et cetera, Ouais, ouais, ouais. pour, contre, bon, on peut en discuter pendant 10 ans, Ouais, ouais, c'est Mathéo, si sûr. tu mais Mathéo, si tu veux conclure au pire, tout à l'heure Ouais, tu je peux parlais faire de une gain de conclusion. temps. Tu parlais de C'est gain de ça, temps avec, si tu as l'argent et cetera. Parle-nous de ton offre, clairement. parle-nous de ce que tu proposes et puis, bah, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer et qui ont le budget, nous on peut que te recommander, hein. on peut que le Ouais, clairement, recommander mais pour le coup. j'accompagne des web designers en plus, donc c'est encore mieux parce qu'en fait, moi, j'ai cette casquette-là aussi, puis je suis passé par ce chemin de galérer en tant que web designer, donc je sais ce qu'il faut réussir à atteindre en termes de qualité au niveau de la signature visuelle et surtout de clarté au niveau du positionnement. Moi, aujourd'hui, c'est simple. J'ai vraiment trois offres. J'ai ma première offre où c'est vraiment la signature visuelle. En gros, c'est l'optimisation de profil sur LinkedIn. On fait un workshop ensemble pour définir ton positionnement, pour que tout soit clair. Et ensuite, je travaille, en gros, bah, ta signature visuelle et tout le copywriting de ton profil. Et je viens mettre également, en gros, je t'accompagne pour que tu puisses définir les bons actifs de valeur à mettre dans ta sélection LinkedIn pour pouvoir justement avoir de la conversion à ce niveau-là. Ça, c'est la première offre. C'est un peu l'offre de base, quoi. Ça rejoint les deux premiers piliers qu'on a abordés au niveau du personal branding, qui est le positionnement et la signature visuelle. Pour moi, c'est un indispensable aujourd'hui sur LinkedIn, si tu peux te le permettre. Euh, la deuxième offre que j'ai, c'est une offre d'accompagnement sur 45 jours pour justement rajouter les trois piliers qui manquent, c'est-à-dire le contenu, toute la partie autorité, authenticité et la partie conversion avec du setting, etc. Donc là, c'est un programme d'accompagnement. Il y a tout le contenu de la signature visuelle aussi, sauf que après derrière, c'est un appel par semaine où on vient travailler ensemble tes posts, on vient travailler ensemble justement ta prospection, tes messages de prospection, enfin tout ce qui est vraiment primordial pour que tu puisses mettre ça en place dans ton business et commencer à avoir des premiers résultats. Moi, j'ai 100% aujourd'hui de mes clients qui ont signé en fait un client dans les 60 jours à partir du moment où on a commencé l'accompagnement. Donc, c'est archi intéressant. C'est une belle stat. Et la dernière offre, ouais, après, c'est toujours difficile. Il y a c'est compliqué de sortir des stats en fonction des personnes. S'il y en a qui partent de zéro et s'il y en a qui sont déjà des profils où ils sont déjà actifs et ils sont en quête de croissance. Voilà, il peut vite y avoir pour les profils qui partent de zéro des plus 1000% d'impression ou Ah oui, bien plus de sûr. 100% de prise de rendez-vous, c'est un peu Ouais, de voilà. ouf. Mais voilà et puis évidemment chose que je mets un peu moins en avant sur LinkedIn, mais qui est tout aussi important, c'est que maintenant que, voilà, en gros, l'idée, c'est que tu as un profil qui est en place et que tu as ton contenu qui te ramène du monde, il faut réussir à les convertir, il faut réussir à gagner en autorité. C'est là qu'intervient du coup le site web et la landing page où maintenant que tu as ta source de trafic, c'est ultra pertinent pour que tu puisses closer plus facilement et que tu puisses maximiser tes conversions, de faire une landing page au top, qui te permettra de voilà, hein, de mettre tout ce qui est intéressant pour ta cible, pour venir contrer les objections, les frictions et que tu sois aussi plus crédible dans le futur pour peut-être aller chercher, un peu plus de clients qui te ressemblent ou d'aller chercher des plus gros clients, quoi. Donc voilà, moi je tourne sur ces 3 offres-là, c'est déjà pas mal. Ah, c'est Incroyable. déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça doit bien Mais, t'occuper déjà. l'idée c'est de couvrir un besoin que moi j'avais avant aussi, même auprès de certains clients, de se dire: «J'ai un site internet», mais si tu as pas de source d'acquisition ou de trafic en parallèle, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu vends un site, mais si tu personne qui vient dessus, ça peut être le plus beau du monde, ça fonctionnera pas. Quand on est web designer et qu'on fait son site internet, je pense qu'il faut aussi savoir investir sur, son image personnelle, enfin sur sa marque personnelle, sur LinkedIn pour avoir du trafic sur son propre site qu'on a, bossé pendant des mois parce qu'on veut que ce soit le meilleur sur le marché. Bah, Mais, pour le coup, tu as un très, très beau package, hein. C'est chronologique et tout. Tu as c'est d'abord du ça en coup fait. l'identité et ensuite du coup accompagnement si tu en as besoin et si tu peux te le permettre aussi. Et après du coup, pour les profils du coup non web designer, parce qu'en vrai je pense pas que tu aies de web designer qui te demande de site, sauf exception. Ah, Ouais, OK, ah autant ouais, pour moi. OK, ouais, bah parce OK. que je sais pas, c'est très difficile de faire son propre site Ouais, internet. c'est vrai. En fait, Heu, l'offre est tellement donc boostée que, tu peux même vendre aux web designers, incroyable. ouais, Ouais, j'ai faut vendu pas à des agences, sous-estimer. ouais. J'ai Faut pas vendu à des agences sous-estimer. web, qui faisaient du site internet, en fait. Après, c'est toujours pareil, hein, il y a des écarts de qualité, hein. Quand tu commences à mettre des Ouais, bah micros oui. animations, que tu bosses des assets et cetera, il y en a qui savent pas faire aussi, hein. Il y a des degrés après de qualité. Ouais, de ouf. Mais, le but, c'est que tu puisses prendre les offres à ton rythme de manière verticale, mais que de manière horizontale, en fait, ça ait une chronologie pour vraiment aller chercher un maximum de résultats avec LinkedIn. Et après, la plupart de mes clients, je les accompagne aussi, hein, sur je l'ai pas dit, mais sur la signature visuelle, il y a un template de carrousel aussi avec, évidemment. Mais dans Incroyable. l'idée,
Voilà, le but, c'est d'y aller étape par étape et que, derrière, après, bon, bah, quand tu as d'autres besoins, moi, mes clients, il y en a où une fois qu'ils ont fait tout ce parcours-là, ils viennent vers moi pour, des decks, commerciaux, pour pitcher, pour, tout ce qui va être lié au design aussi, un peu d'upsell là-dessus. OK, Mais, lourd. voilà, marchés sont compliqués. LinkedIn, c'est vraiment compliqué. Il faut le prendre au sérieux et puis si vous avez les moyens en soi de vous faire accompagner, c'est pas forcément des résultats instantanés que vous allez avoir, mais vous allez gagner peut-être, 7, 8 à 9 mois de Mmh mh. de Et vous de galère de galère, en fait. de galère et il y a moins de risques que vous abandonniez, quoi. Vous allez toucher à des Bah, c'est résultats plus ça. rapidement donc ça vous allez voir la lumière, qu'on va dire donc moi aussi, je C'est peux pas que un le recommander. luxe. C'est pas C'est un un luxe luxe. et c'est pas une vitamine. Ouais, C'est ouais. vraiment important. Et voilà, Bah, soit tout c'est une tout question de s'apprend budget, tout après. seul, mais tout s'apprend tout seul, mais si tu veux aller plus vite, voilà, c'est toujours ça, hein, c'est toujours ça de toute manière. Ah de C'est ouf. ça. Bon, bah, écoute, En tout cas, magnifique. Dorian, un dernier mot? ouais, bah, j'allais dire que première ligne de description, il y aura le profil LinkedIn de Matteo. Allez donner de la force. Pour ceux qui viennent du serveur Discord, hésitez pas à aller voir Matteo en balle, pour votre profil LinkedIn. Commencez à poster du contenu sur LinkedIn, c'est un vrai levier d'acquisition. Passez à l'action, en vrai, vous avez littéralement une bombe de valeur avec ce podcast. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment scaler massivement, leur profil LinkedIn et optimiser à fond, allez voir Matteo, il vous a présenté ses offres. Heu, Et c'est très important, pour c'est très sous-estimé pas. ouais, de ouf, Ne de ouf. sous-estimez pas. Pour ce qui est du podcast, donnez-nous, bah, du coup, vos feedbacks. Avec, Thomas, on attend à fond vos retours. Il y aura aussi un tally, un petit questionnaire dans la description pour, ceux qui veulent. Si vous avez une histoire intéressante à raconter, si vous vous trouvez intéressant et j'espère que c'est le cas, heu, remplissez le formulaire. On vous attend nombreux, et on attend surtout vos feedbacks également. Évidemment, il y aura nos liens à Thomas et moi, pour venir nous donner des feedbacks. Mais d'abord, allez connecter avec Matteo sur LinkedIn, allez juste suivre ses posts et heu bah, merci de nous avoir écoutés. Les gars, si vous voulez faire, vos petites, votre petit mot aussi. Ouais, merci, on va laisser l'invité terminer. Merci de nous avoir Moi, écoutés, c'était très, merci. très cool. Ouais, Non, non, merci on te pour laisse terminer, on te laisse l'invitation. terminer. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'était super cool. On a bien discuté. Je pense qu'en termes de conseils et de valeurs pour nos amis, et nos confrères, web designers, ou même créatifs, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis, au plaisir, hein, si vous avez d'autres thématiques, là-dessus, moi je suis je suis dispo pour faire un épisode Avec 2 plaisir. On t'appellera pour, l'intelligence artificielle. ou pour parler prospection, mais, non, non, en tout cas très cool. Abonnez-vous au podcast aussi et puis voilà. Merci beaucoup Mathéo, merci à tout le monde, qui nous a écoutés, puis on se dit à la prochaine du coup. Let's go. Je pense que c'est Yes. pas mal. Allez.